Dites-le moi. Je me représente, j'étais venu il y a 15 jours pour donner les cours sur l'écologie, si je puis dire, et je suis le coordinateur du coup du DIU à La Réunion pour des circonstances personnelles, on va dire. Je suis à Bordeaux et c'était pas prévu, donc je donne les cours de Bordeaux. Donc je suis Bruno Marchand, je suis médecin rééducateur, médecin du sport. Je suis le médecin responsable de l'unité fonctionnelle de médecine du sport depuis 10 ans au CHU de La Réunion. Je suis aussi le médecin de l'antenne médicale de prévention du dopage et j'ai une activité multiple de traumato du sport, d'épreuves d'effort et puis un petit peu de recherche et d'enseignement. Et les notions de sport-santé, je les connais maintenant depuis plus d'une dizaine d'années puisqu'elles concernent spécialement la médecine de rééducation et la médecine du sport. Donc il y a toute cette session qui dure 4 heures sur le thème sport santé qui n'est pas totalement approprié puisque ça va parler plutôt de activité physique, sédentarité et santé. Mais le thème le terme consacré des fois on dit sport santé, mais d'ailleurs il y a quelques articles scientifiques qui posent vraiment la question de savoir si le sport est bon pour la santé ou pas. En tout cas, l'activité physique est bonne pour la santé et ça, c'est absolument indiscutable. Donc, ça va pas être le sujet. En tout cas, c'est fait déjà dès la première diapo. Vous, du coup, qui allez être spécialisé en médecine du sport, il va falloir que vous vous empariez vraiment, et ça va être tout le sujet de mon cours, des bénéfices sur la santé des diverses activités en fonction de la durée, de l'intensité, des modalités de pratique et des différentes personnes et des différentes pathologies de votre patientèle, du public ou de la population. Donc, je vais donner 2 heures de cours strictement sur les bénéfices sur la santé et les effets néfastes, si vous voulez, mais il n'y en aura pas beaucoup. Elles font l'objet d'autres cours. Ensuite, il y aura Vincent Ouaro. Alors, ça devait être Chantal Ferkin, mais elle s'est fait remplacer depuis 2-3 jours par Vincent Ouaro, qui se présentera mieux que moi. Je ne veux pas écorcher ses titres, mais qui travaille à l'ARS et qui est extrêmement actif à La Réunion, à l'ARS de La Réunion, qui va venir du coup dans 2 heures, qui sera là dans 2 heures parce que justement, ils ont une information télévisée et du coup, il viendra dans 2 heures à La Réunion et il donnera 1 heure de cours sur l'organisation de ce qu'on appelle sport santé. La législation, l'organisation, les modalités de prescription, les modalités de remboursement et ce qui se fait au niveau local, régional et national et l'avancement. Voilà. Et ensuite, il y aura 1 heure de cours avec Monsieur Weissland de Bordeaux, que je connais encore moins, sur le rôle de professeur d'activité physique adaptée. Voilà. Ah oui, je finis aussi. Je donne des cours depuis 5 ans à l'université de Staps en master activité physique adaptée aussi. Et du coup, il y a bien à La Réunion, notamment, parce que je parle là, un Master 1, Master 2 qui forment des professeurs d'activité physique adaptée. Peut-être qu'il y en a parmi vous et il y en a parmi vous. Voilà, donc, comme c'est un cours universitaire, je vais commencer peut-être par des définitions qui sont absolument indispensables pour comprendre les choses. Vous avez déjà eu des cours sur la cardio et les épreuves d'effort cardio-respiratoire et probablement l'épreuve d'effort. Alors, le discours entre les cardiologues, les rééducateurs et les médecins du sport, même si c'est une même réalité, parfois le langage est un petit peu différent et il va falloir que vous jongliez, vous, de manière absolument, en étant très à l'aise avec tout ce qui est l'énergie, les forces, la dépense énergétique, les calories, les mètres, les protocoles, etc. Donc au début, je vais parler de certaines définitions, ce qui me permettra de décrire les bénéfices de manière beaucoup plus aisée dans la suite du diapo. Alors, sédentarité, activité physique, sport, qui ne sont pas synonymes, et morbimortalité. Donc c'est bien le thème. Alors d'abord, qu'est-ce que l'activité physique? On va le définir. Alors là, durant tout le temps, vous, de manière stricte, il va falloir, alors avec les patients, des fois on vulgarise, hein, mais l'activité physique, c'est bien défini par
Du coup, une contraction des muscles squelettiques, ok, entraînant une augmentation de la dépense énergétique par rapport à la dépense énergétique de repos. Ça, on l'avait vu des fois dans nos cours en diète. On a une dépense énergétique de repos quand on ne bouge pas du tout pour faire fonctionner, j'allais dire, nos viscères, nos organes. Et on augmente cette dépense énergétique par la contraction des muscles squelettiques. Et du coup, c'est la définition de l'activité physique. Voilà, et du coup, ça peut être au travail, dans les transports, lors des activités domestiques et lors des activités de loisirs qui ne représentent pas exclusivement, bien sûr, l'activité physique. Et le sport n'est qu'une partie des activités physiques de loisirs. Donc l'inactivité, c'est le contraire. Donc c'est un niveau d'activité physique quotidien, alors pas nul, parce que même je suis en train de faire bouger mes lèvres et peut-être un petit peu mes doigts, et vous doutez qu'on ne peut pas vraiment appeler ça de l'activité physique. Donc, bon, la définition varie, mais j'ai pris bien sûr dans les cours l'OMS et les références internationales les plus reconnues ou les plus simples. Du coup, c'est un niveau d'activité physique quotidien insuffisant, donc inférieur aux recommandations nationales ou internationales. Pareil, on verra, il y a énormément de recommandations. À la fin, je vous donnerai celle de l'OMS et puis peut-être 2 ou 3 nationales ou internationales relativement intéressantes. Et elles ont varié au cours du temps, mais globalement, de toute façon, l'ordre d'idée, je crois bien que vous l'avez, on recommande au moins 30 minutes d'activité modérée et intense pendant au moins 5 jours par semaine. Et du coup, l'inactivité, alors, c'est 10 à 12 mètres heure par semaine. Alors justement, 1 mètre, c'est l'équivalent de la dépense énergétique de repos. Donc 2 mètres, c'est quand on fait une activité physique et on dépense 2 fois cette activité physique. 3 mètres, oui. Le diaporama n'est pas lancé, excusez-moi, c'est la racine. On va juste la première info. Oui, pas de souci. Merci beaucoup. En fait, Diapo. on va faire plus simple, on va partager l'écran. Ah, très bien, ouais, on m'a dit. Voilà, on est en train de résoudre. Notre cher animateur résout le problème technique puisque je ne fais pas grand-chose. Pour le moment, il n'y a qu'une seule diapo qui a défilé. Hein. Je parlais beaucoup sur la première diapo. Voilà, on essaie de partager l'écran plutôt que le PowerPoint. Attends, Le problème, c'est que si on fait ça, est-ce que là, vous voyez la diapo en entier? Attends, mais là, on l'a pas fait défiler. Là, on est sur la première. Où est-ce qu'il faut que je clique Là. Là et là. Là. Non, je vois rien. Du coup, sur celle-là. Est-ce que là, vous voyez le diapo en entier? Est-ce que là, vous voyez les définitions? Oui, oui, ouais. Parfait. Très bien. Bon, mais voilà, je parlais en fait sur cette diapo-là. Vous verrez, du coup, il y a juste la définition d'activité physique que j'ai repris à l'oral. L'inactivité, alors voilà, j'en étais là, d'ailleurs, troisième ligne d'inactivité. Du coup, c'est à peu près, inactivité, c'est moins de 10, enfin, les recommandations, c'est 10 à 12 mètres, enfin, on les verra 10 à 12 mètres heure par semaine. Du coup, 1 mètre, c'est une dépense énergétique de repos. Et puis, on verra à peu près les équivalents. Mais du coup, la marche, par exemple, 1 heure de marche, quand on marche, on dépense 3 fois la dépense énergétique de repos. Et quand on fait 1 heure de marche, du coup, c'est 3 mètres heure. Donc, 4 heures de marche par semaine, ça fait 4 fois 3, 12, 12 mètres heure par semaine. On va dire, grosso modo, quand on fait un footing, on dépense 6 fois la dépense énergétique de repos. Donc, quand on fait 1 heure de footing, ça fait 6 mètres heure. 2 heures de footing, 12 mètres heure. Du coup, 12 mètres heure par semaine est l'équivalent à peu près de 2 heures de footing par semaine. Voilà à peu près. Donc voilà les recommandations. En plus d'activités de renforcement musculaire. Et la sédentarité donc n'est pas synonyme à l'inactivité physique.
La sédentarité, c'est une situation d'éveil, c'est-à-dire que le temps où on ne bouge pas du tout pendant la nuit n'est pas compté. Donc en position assise, allongée ou associée à une très faible dépense énergétique inférieure ou égale à 1,6 m, c'est-à-dire que vous, tel que je vous vois, s'il n'y a pas eu d'intelligence artificielle qui trafique les cours et que vous êtes en train de sécher pour faire du sport, vous êtes assis, vous écoutez les cours et du coup on est tous dans une période de sédentarité puisqu'on dépense très probablement moins de 1,6 m actuellement. Donc on est en train d'avoir un comportement sédentaire. Et du coup, si on va faire 2 heures de sport ce soir et puis demain soir, etc., on aura une certaine durée d'activité sédentaire qui représente en fait le temps où on est assis, où on ne bouge pas, et on ne sera pas inactif puisqu'on fait de l'activité physique, notamment de l'activité sportive, par exemple, si on prend l'exemple de la course à pied, même si on va voir si le footing peut être défini comme un exercice. Alors, bon, bah, du coup, ça a été repris bien sûr par le ministère du Sport, où l'activité physique, du coup, peut se définir par la durée, d'accord, l'intensité, la fréquence, le type, voilà, endurance, renforcement musculaire ou activité dite de proprioception, et le contexte qui peut, des fois, sur les principaux contextes, ça va être bah, du coup l'activité professionnelle, l'activité de loisir, le déplacement, et on va voir également, des fois c'est en groupe ou de manière seule, et à l'intérieur, à l'extérieur, c'est les grosses modalités qui sont décrites pour l'activité physique. Et qui peuvent faire varier les bénéfices pour la santé, mais de manière faible, du coup, ça va pas être un gros sujet. La sédentarité, bien sûr, bah, dépend de la durée et du contexte. Vous allez voir notamment la grosse chose qui est regardée, c'est les écrans qui peuvent changer les choses. Parce que par exemple, on sait que quand on joue aux échecs, on peut considérer que c'est sédentaire, mais il y a une petite dépense énergétique et c'est très probablement meilleur pour la santé de jouer aux échecs que de regarder des écrans. Après, il y a des facteurs confondants pour les écrans, de type on mange devant les écrans, et puis ça donne des troubles du sommeil. Mais globalement, l'activité sédentaire devant les écrans, même en enlevant les problématiques de sommeil et d'alimentation, sont probablement un peu plus néfastes. Voilà. Alors, l'activité physique comprend tout ça. Voilà, c'est un schéma assez simple qui reprend tout. Donc, toutes les activités selon le contexte, donc les activités physiques professionnelles, les déplacements actifs et les activités de la vie domestique. Et comprend également les activités de loisirs. Dans les activités de loisirs, par exemple, si vous jouez avec le petit cousin à taper à la balle sur la plage, bah, c'est une activité de loisir, mais c'est pas un exercice et c'est pas un sport, on est d'accord. L'exercice, ça va être bah, par exemple le footing pour s'entretenir sans faire de compétition, sans être inscrit en club, etc. Ou l'activité de musculation pour s'entretenir. Donc c'est pas un sport hein, parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de compétition. Et le sport en lui-même, bah, si vous êtes affilié à une fédération et vous faites des compètes de tennis, bah, ça c'est du sport. Et après, ce qui se discute, c'est les sports de type, ouais, je ne vais pas dire de bêtises, mais bon, par exemple, la pétanque est associée à une faible activité physique probablement. Bon, les échecs dont j'ai parlé, bon, voilà, et alors la définition exacte, l'exercice, c'est un mouvement corporel planifié, structuré, répétitif, dont l'objectif est d'améliorer ou de maintenir sa condition physique. Le sport, du coup, c'est une activité physique exercée dans le sens du jeu et d'effort, individuel ou collectif, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique, le respect de règles et donnant généralement lieu à des compétitions. Alors ça, c'est une diapo très intéressante qui a été faite par l'organisme français de cancérologie de référence, qui donne des repères d'intensité. Bon, alors ces repères dépendent bien sûr de la population, de ses pathologies, de son niveau sportif. Une intensité vigoureuse pour un champion olympique va être engendrer une dépense énergétique bien plus importante que ce qu'on va appeler une activité vigoureuse en gériatrie, bien sûr. Et du coup, la dépense énergétique sera bien supérieure. Mais on peut quand même, dans la population générale et dans un cours qui s'intitule Sport Santé, donc pour une population moyenne d'adultes dans les pays développés, c'est à peu près les chiffres qu'on peut retenir. Mais je précise bien ce que je viens de dire parce que dans des pathologies
en effet de gériatrie, des pathologies graves cardio-pulmonaires, neurodégénératives, etc., les chiffres seront vraiment diminués. Et dans des populations de sportifs, si vous faites de la médecine du sport, ce ne sera pas du tout non plus les mêmes chiffres. Du coup, alors une intensité très faible, c'est un comportement sédentaire, on est assis ou couché, donc voilà. Alors vraiment, il ne faut pas du tout confondre, il faut être extrêmement à l'aise avec ça. Le pourcentage de fréquence cardiaque et le pourcentage de FC max n'est pas le même. Je vous donne vite un exemple, mais qu'il faut absolument saisir, c'est pas l'objet du cours, mais hein. Si, allez, on va dire vous avez 20 ans, vous êtes à 50% de la puissance maximale aérobie, donc on fait une épreuve d'effort, on arrive jusqu'au max. Le max, c'est une puissance, c'est votre puissance maximale aérobie. On enlève le VO2 repos, on arrive à peu près à VO2 max. Donc quand on est à 50% de VO2 max, on est à 50% de la puissance maximale aérobie et on est à 50% de la fréquence cardiaque de réserve. C'est-à-dire que si vous avez 20 ans, vous avez une fréquence cardiaque de 50 battements par minute à peu près. Et ben du coup, quand vous êtes à 50%, ben vous commencez à 50 battements par minute, vous finissez à 200, donc vous battez à 125 battements par minute. Et si votre FC max, elle est à 200, vous n'êtes pas à 50% de la FC max, vous êtes en l'occurrence à 62,5%. Du coup, la fréquence cardiaque de réserve n'est pas le pourcentage de la FC max. Et là, vraiment, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'il va falloir corriger. Donc, quand on est sédentaire, on est à un très faible pourcentage de FC de réserve et de FC max. On a un équivalent métabolique, même je vous ai dit 1,6, mais moins de 1,5 mètres. Et alors, les échelles de Borg aussi, elles sont. Il y a en fait une échelle initiale, c'était de 6 à 20. C'est un petit peu compliqué. Et ça a été simplifié, une échelle de 0 à 10. Et du coup, en effet, quand on dit, en général, ça tombe bien parce qu'on dit activité modérée à 14 sur échelle de Borg, donc là, on ne peut pas se planter. Mais si on devait dire, ah ben tiens, il est à 10 sur l'échelle de Borg, sans contexte, eh ben, on peut se tromper. Voilà. En général, on ne se trompe pas trop parce qu'on voit à peu près, il y a quand même une grosse différence. Mais du coup, il y a bien une échelle de 6 à 20 ou celle modifiée de 0 à 10. Et après, on peut avoir une échelle dite verbale, qu'on connaît bien, aucune difficulté. Et ça a été très très bien validé, notamment en sport, en rééducation cardiaque, dans le contexte pathologique et sportif. Peut-être speak test en anglais, mais l'indice vocal en français. Du coup, quand on est sédentaire, on arrive à tenir une conversation. La preuve, j'arrive à vous faire un cours en étant totalement sédentaire. L'intensité faible, donc voilà, je pars sur la deuxième colonne, c'est une activité physique légère, on est en position debout, on est en respiration normale, par exemple on joue à la guitare, on marche. Donc là, on est inférieur à 3 mètres, voilà, ce qui est à peu près, vous pouvez retenir de la marche, c'est 3 mètres. Du coup, un indice de Borg, inférieur à 12 ou inférieur à 5 sur l'achat modifié, c'est au pire, de plus intense, assez facile. Et du coup, on peut maintenir une conversation quasi normale. Alors, notamment dans le sport santé, il y a beaucoup de choses qui se développent. Alors, malheureusement, la sédentarité s'aggrave énormément et du coup, il y a quelques mesures pour diminuer l'aggravation de la sédentarité parce qu'on ne peut pas dire que les choses s'améliorent. Mais par exemple, ils ont fait des tapis de marche à 1,5 km/h pour marcher un peu debout quand on est devant l'ordinateur pour éviter le comportement sédentaire. Ça évite d'être sédentaire au moins. Et du coup, on n'a pas les effets néfastes de la sédentarité, mais on n'a pas les bienfaits de l'activité physique, si je puis m'exprimer ainsi. Après, intensité modérée. Donc là, on a une respiration rapide, mais on peut parler. Alors notamment, voilà, là, c'est là où ça peut être intéressant. Quand on dit de faire une activité physique modérée et du coup pas faible, on a un monsieur ou une dame, 50-100 ans, des pathologies cardiovasculaires, on dit vous vous promenez dans le parc, mais essayez de mettre une activité d'intensité modérée, parce que c'est ce qu'on conseille pour avoir un relatif effet-bénéfice. Alors là, on dit, du coup, vous pouvez faire 10, vous pouvez enchaîner quelques mots pour pas être essoufflé, mais vous pouvez pas converser de manière totalement normale. Et c'est pas facile ou très facile, c'est déjà un petit peu difficile. On peut le mettre sur une échelle de Borg si on lui expliquait. En éducation cardiaque, des fois, on met des affiches pour indiquer l'échelle de Borg, des fois avec un indice de couleur. Donc, ça va être de 12 à 14 ou de 5 à 6. Et du coup, c'est entre eux, vous pouvez retenir en gros la marche, c'est 3 mètres et le footing, c'est 6 mètres. C'est marche rapide ou footing à allure lente. Donc là, c'est une activité modérée. Et une activité vigoureuse, alors là, c'est respiration très rapide et difficulté à parler. Et c'est-à-dire que là, globalement, en général, c'est du fractionné. Parce qu'il y a,
On peut fractionner sur bon, là, quand on est inférieur au deuxième seuil, mais il n'y a pas réellement d'intérêt. L'intérêt de fractionner, c'est d'intercaler des périodes de repos pendant l'activité, notamment intense, ce qui fait qu'à la fin d'une session d'entraînement, on a réalisé une durée cumulée plus importante d'activité intense que si on n'avait pas intercalé de périodes de repos. Donc en général, l'activité intense, il y a tout un intérêt à fractionner cette activité intense. Donc par exemple, si on va dire dans le cas de sport santé, à un monsieur ou une dame qui est hypertendu, diabétique, de faire une marche au parc, il va marcher. Et puis hop, soit il arrive un peu à courir, on lui dit faites des petits footings, allez, 5 fois 1 minute durant vos 30 minutes de marche. Ou alors faites de la marche rapide, voilà. Et du coup là, il peut faire moins de 3 mots. C'est difficile ou jusqu'à extrêmement difficile. L'échelle de Borg supérieure à 14 ou supérieure à 6 sur l'échelle modifiée. Du coup, on a plus de 6 mètres. Et voilà. Après, on peut du coup déterminer même les seuils aux sensations ou avec une échelle, une épreuve d'effort. Et avec un cardio-fréquence-mètre, par exemple, ou en comptant le pouls, déterminer une fréquence cardiaque cible. Alors, ça, c'était important pour être à l'aise un petit peu avec les termes et les dépenses énergétiques. Alors, qu'en est-il sur la santé? Alors, je vais vous donner les chiffres. Je suppose que vous savez que c'est bon pour la santé, mais j'espère que vous sortirez du cours en considérant l'importance des bienfaits. Alors, d'abord sur la morbimortalité générale. Alors, d'abord, la sédentarité. Alors, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on connaît les choses. Vous voyez qu'en 2012 déjà, une méta-analyse dans un grand journal de diabétologie de 18 études sur plusieurs centaines de milliers de participants ont montré qu'entre être parmi les populations les plus sédentaires et celles les moins sédentaires, que la sédentarité, pas l'activité physique et tout facteur confondu par ailleurs, le risque de diabète de type 2 était multiplié par 2 qu'avec la sédentarité. Les maladies cardiovasculaires par plus que 2. Voilà. Et sur la droite, alors sur la première colonne, c'est l'impact sur la santé de la sédentarité en abscisse, c'est le nombre d'heures de sédentarité. Avec chaque petit tiré, c'est 4 heures, 8 heures, 12 heures, et à la toute fin, c'est 16 heures, ce qui est extrêmement important. Mais maintenant, vous pouvez d'ailleurs compter votre propre temps de sédentarité. D'ailleurs, même aujourd'hui, vous pouvez vous amuser. Faut compter quand vous êtes assis, quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes en cours, quand vous revenez. Dépasser 8 heures, c'est relativement assez simple. Et on arrive facilement à 12 heures de sédentarité. C'est pas exceptionnel. Et on voit la mortalité. Alors, sur la première ligne... toutes causes confondues. Sur la deuxième ligne, c'est les mortalités cardiovasculaires. La troisième ligne, c'est les cancers. Et la quatrième ligne, c'est le diabète. Et du coup, on voit que plus on est sédentaire, plus on augmente la mortalité et la mortalité par ces types de pathologies. Et la deuxième colonne, en fait, c'est en effet la sédentarité devant les écrans. Avec, du coup, ça va être 2 heures, 4 heures, 6 heures et 8 heures. Et on voit aussi que le temps passé devant les écrans augmente la mortalité de toutes ces pathologies. Alors, déjà, en 2011, dans le Lancet, c'était une grosse étude à l'époque qui avait bien montré. Le nombre de patients était énorme, je ne veux pas dire de bêtises pour oral. Mais en fait, c'était absolument indiscutable que l'activité physique diminuait la morbimortalité pour toutes ces pathologies. Donc là, c'est pas la sédentarité, c'est l'activité physique. Donc l'activité physique est définie ici en mètres heures par semaine, donc c'est ce que je dois dire. Donc les inactifs, c'est moins de 3 mètres heures par semaine, donc c'est moins d'1 heure de marche par semaine. Par exemple, activité physique moyenne, c'est 6 à 16. Donc on avait dit que si 1 heure de footing, c'était 6 mètres, ça nous fait 1 à 3 heures de footing. Et très importante, supérieure à 25, ça nous fait 6 x 5, 30, ça nous fait 5 heures de footing par semaine. Après, les gros sportifs, quand on peut faire jusqu'à 12 mètres heure par semaine. 1 heure de sport très intense, ça monte à peu près à 12 mètres heure par semaine, on peut faire plus.
Et du coup, ça diminue voilà, la mortalité toute cause confondue. Vous voyez que quelqu'un qui ferait 2 heures de sport extrêmement intensif par semaine, voilà, et la mortalité est diminuée de 40%. Le risque de cancer aussi, les maladies cardiovasculaires aussi, mais ça c'est assez connu, et le risque de diabète également a diminué de 50%. Alors peut-être vous avez entendu parler, les recommandations c'est une demi-heure d'activité physique par jour. Après, il y a quelques années, on a commencé à dire ah oui, 3 fois 10 minutes, ça marche aussi. Voilà, en 2023, on nous dit aussi que même intercalé par période de 1 minute, ou moins de 3 minutes, ou moins de 5 minutes, ou moins de 10 minutes, en tout cas, ça marche. Par exemple, du coup, les lignes, en fait, ça va être ça, c'est les groupes de gens qui bougent moins de 1 minute, moins de 3 minutes, moins de 5 minutes ou moins de 10 minutes en vert. Et sur le schéma en haut à gauche, du coup, en abscisse, on a le temps d'activité physique, du coup, modérée à intense, hein, pas légère, d'activité physique modérée et intense par jour. Et on voit que cette activité physique modérée et intense par jour, cumulée par exemple 30 minutes, on voit que ça diminue la mortalité de 50% quand même. Donc ça, une demi-heure d'activité physique modérée et intense par jour, c'est mortalité divisée par 2. Voilà, ça, faut avoir à peu près cet ordre de grandeur. Et du coup, qu'on fasse 3 fois 10 minutes, ou alors 6 fois 5 minutes, ou 10 fois 3 minutes, je fais le calcul, à chaque fois ça fait 30, ça revient à peu près au même. Et alors, on voit moins de 1 minute. En fait, il n'y a pas de personne qui bouge 30 fois 1 minute parce que ça fait trop. Et du coup, en général, il s'arrête à 20 minutes. C'est pour ça que le trait bleu s'arrête. Mais du coup, en fait, tout ça pour vous dire que si on coupe en fait cette activité physique en petits bouts de quelques minutes, ça marche aussi bien. Et sur le schéma du bas, en fait, c'est le pourcentage d'activité vigoureuse, parce que là, c'est le total d'activité modérée à vigoureuse. Et bien sûr, plus le pourcentage d'activité intense, on va dire en français, est important, et plus ça marche. Notamment, il y a une relation statistiquement significative. Si on bouge que 1 minute, il faut au moins 12%. Du coup, il faut au moins 1 ou 2 minutes intenses par jour pour qu'il y ait une corrélation statistiquement significative. Mais en gros, bien sûr, plus le pourcentage d'activité physique est intense, et on le verra plus tard, plus c'est bénéfique. Alors, cette méta-analyse, je la mets parce que là, je parlais de la sédentarité au tout début, de l'activité physique ensuite, et là, je parle de l'activité physique de loisir. Et c'est important de différencier les deux, notamment, c'est un peu simplificateur, mais l'activité physique professionnelle est beaucoup moins associée à des bénéfices, notamment cardiovasculaires. Il y a énormément d'hypothèses là-dessus. C'est pas extrêmement clair ni extrêmement prouvé. Mais quelqu'un, du coup, un ouvrier, ou bon, alors au moins il n'est pas sédentaire, mais l'activité physique, du coup, pendant les activités professionnelles, ne remplace pas les bénéfices, en fait, ne donne pas de gain pour la santé. C'est-à-dire que si un ouvrier veut avoir des gains pour la santé en raison de l'activité physique, en dehors du travail, il faut rajouter de l'activité cardiovasculaire et de l'activité musculaire. Mais on va se retrouver face à des patients qui vont vous dire, enfin, ça dépend, mais même on se retrouve souvent face à des personnes, alors soit qui écoutent très bien le discours et tant mieux, soit d'autres personnes qui nous disent ah ben non mais je fais déjà des ports de charge lourd, je vais pas en plus faire de la muscu. Alors bon nous qui sommes médecins du sport éducateur, on sait déjà très bien que le meilleur moyen de prévention des blessures, c'est la musculation. Et des fois, l'entraînement est un vaccin pour les blessures en compétition. Et en gros, meilleure sa fonction cardiovasculaire et musculaire, et moins en fait on aura de traumatisme en fait, et moins on aura d'incapacité, moins on aura de douleur, moins on aura de troubles musculo-squelettiques. Donc ça, déjà, c'est le premier argument. Mais peut-être l'argument principal, c'est que, on le dit comme on peut, parce que c'est vrai que face à un patient, je ne sais pas comment je le dirais, mais l'activité physique professionnelle n'est pas franchement associée à tous ces bénéfices pour la santé. L'activité de loisir l'est, ce qui engendre encore plus d'inégalités, puisque j'allais dire, les pauvres ouvriers, des fois, sont pas éduqués et n'ont pas l'argent pour aller jouer au tennis, et les riches sont bien éduqués, ils savent que c'est important. C'est encore très caricatural, désolé, mais c'est un peu ce qu'on observe aussi dans la population. Donc l'activité physique de loisir est bien associée à une
diminution de la mortalité, toutes causes confondues, c'est ce qu'il y a au-dessus, par mortalité cardiovasculaire et par cancer, avec un bénéfice surtout au début, donc c'est en mètres heures par semaine. Donc on voit le deuxième titré, c'est 10 mètres heures par semaine, donc c'est un peu plus de 3 heures de marche ou un peu moins de 2 heures de footing par semaine. Là, on a un gros bénéfice, et du coup, le bénéfice est au tout début. Enfin, dès les premières minutes. Et ensuite, le bénéfice est moindre quand on regarde l'énergie totale dépensée par semaine. Donc, ce qui nous donne que quand on respecte les recommandations, donc on fait 150 minutes par semaine, telles que les recommandations internationales nous le donnent, grosso modo, 15% des décès prématurés dans le monde pourraient être évités en faisant cette activité physique de loisir. Alors, du coup, si on combine activité physique et sédentarité, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça. Regardez le tableau de gauche. On part, le risque 1, c'est une personne qui pratique de l'activité physique et n'est pas sédentaire et en gros n'a pas de risque. Si on est sédentaire, donc vous voyez complètement, alors sur le tableau de gauche toujours, tout à droite, on est sédentaire plus de 8 heures par jour. Alors si vous faites le petit calcul pendant que je parlais, ça tombe, vous êtes dedans. Plus de 8 heures par jour, c'est assez facile. Et qu'en plus, vous faites pas du tout d'activité physique, vous n'allez pas en vélo au travail, vous prenez le bus, vous faites pas de sport, vous restez assis quasiment tout le temps. Eh ben, vous avez un risque de mortalité largement augmenté, tout facteur confondu par ailleurs. Si, toujours on va dire aller sur la colonne de droite, vous étiez pas sédentaire, du coup par exemple un ouvrier, lui il n'est pas sédentaire, il s'assied aller moins de 3 heures par jour, déjà, dû à la sédentarité, on va dire qu'il ne fait pas d'activité physique, moins de 5 minutes d'activité physique par jour, il a un risque moindre. Mais par contre, il est toujours plus à risque que la personne qui, on va dire, fait de l'activité et n'est pas sédentaire. Et si, prenons votre exemple, un autre exemple, alors bon, pareil, je parle à presque une centaine de personnes, du coup on n'est pas tous pareils, mais bon, globalement, on va dire qu'on est relativement sédentaire, plus ou moins étudiant, médecin, ou alors bon, kinésitable, ça peut se discuter. Donc on est assis, on fait nos plus de 8 heures assises par jour, et on fait 1 heure de sport quasiment tous les jours. Là, on a augmenté notre risque de mortalité de 5%. Donc c'est pas grand chose. On a quasiment mais on peut retenir que 1 heure de sport par jour compense quasiment, mais pas totalement, 8 heures de station assise par jour. Donc c'était juste pour vous exprimer les relations entre activité physique et sédentarité. C'est ce qu'on observe sur les tableaux de droite, où on voit en fait que parmi les inactifs, plus on est sédentaire, plus la mortalité augmente. Les actifs ont moins de mortalité et on observe à peu près le même schéma. Et sur le tableau de droite, c'est pareil, sauf que c'est pas la sédentarité totale, c'est le nombre d'heures devant les écrans. Bon, on est à peu près pareil. Mais il y a moins d'heures sur les écrans, bien sûr. Encore une fois, pour vous donner des ordres de grandeur entre sédentarité et activité physique, je vous propose de regarder le tableau en haut à gauche. Donc en abscisse, c'est en minutes par jour l'activité physique modérée et intense. En ordonnée, ce sera quasiment tout le temps sur les schémas, de toute façon, la mortalité. Donc bien sûr, plus on fait d'activité physique, plus la mortalité diminue. Mais en rouge, c'est les grands sédentaires, et en bleu, c'est les peu sédentaires. Alors le risque 1, c'est parce que les deux ont été mis sur risque 1, mais bien sûr, les peu sédentaires ont une moindre mortalité. Mais c'était juste, du coup, ils ont mis un hazard ratio à 1 pour les deux au début. Et on voit que chez les grands sédentaires, bouger un petit peu déjà, il y a un gros bénéfice dès le début. Et chez les moins sédentaires, il y a un bénéfice plutôt continu. Plus ils font d'activité physique par jour en énergie cumulée. Et le tableau en haut à droite, c'est une autre manière de l'exprimer. Alors là, c'est l'inverse. On a toujours la mortalité en ordonnée. Et on a le temps de sédentarité par jour. Donc on voit à peu près au milieu, il y a 10 heures par jour. Au max, c'est 13 heures par jour. Parmi des gens, soit qui font pas d'activité physique, soit qui font de l'activité physique. Alors en gros, c'était 22 minutes d'activité physique par jour. Et voilà. Donc les gens qui font
plus de 22 minutes d'activité physique par jour, on voit que même s'ils sont très sédentaires, à la toute fin, ils augmentent un petit peu la mortalité. Mais les gens qui font pas d'activité, donc les inactifs, si en plus ils sont très sédentaires, et bien là, la mortalité augmente beaucoup. Voilà à peu près. Donc tout ça pour exprimer quand même que c'est pas synonyme, et puis pour avoir des ordres de grandeur pour pouvoir conseiller au mieux les patients. Donc, je vais le refaire. Alors, on a bien compris. Alors, la sédentarité, ok, c'est un facteur de morbimortalité. Qu'en est-il dans le monde, dans le passé, dans le présent et dans le futur? Vous voyez en fait le nombre d'activités physiques qu'on faisait. Bon, la société change, c'est inutile de le dire, de le répéter, c'est à peu près une évidence. Pour plein de raisons que vous connaissez aussi bien que moi, le temps de sédentarité s'aggrave au fil du temps, puisque il y a 150 ans, l'homme bougeait à peu près, avec un gros H, 8 heures par jour. Et maintenant, beaucoup moins. Déjà en 2012, il y a 12 ans, l'inactivité était à peu près 1/10 de la mortalité précoce dans le monde. Il y a à peu près, à l'époque c'est peut-être 35, mais il y a à peu près 50 millions de décès prématurés par an dans le monde. 50 millions, c'est 100% des décès prématurés. Du coup, 5 millions, c'est 1/10. Du coup, 1/10 de la mortalité, c'était l'inactivité. 1/10, c'est le tabac. Donc, c'est à peu près pareil. Donc, c'est depuis 20 ans, grosso modo, c'est un des 4 premiers facteurs de morbimortalité dans le monde. Avant, ça ne l'était pas du tout. Avant les années 2000, c'était 15-20e. C'était plutôt la malnutrition, etc., qui jouait. Et quand est-ce qu'on est sédentaire? Au travail, dans les transports, dans les loisirs, devant la télé, devant les écrans. Et encore ça, 2015, les écrans, pareil, il y a un grand boom actuel qui engendre d'autres types de problèmes qui sont associés aux troubles nutritionnels et aux troubles du sommeil, pour faire simple. Et alors, en gros, actuellement, dans le monde, si vous associez sédentarité, malnutrition, dans lequel on intègre intoxication alcoolo-tabagique, et pollution, on a plus de 80% des maladies. Parce que la tension artérielle, alcool, sel, sédentarité, ça nous fait tension artérielle. Tabagisme, c'est la deuxième cause de mortalité. Risque alimentaire, donc ok. Pollution atmosphérique, de manière simple, ça va être peut-être le premier facteur, ça dépend comment on savait. Glycémie à jeun, donc diabète, c'est pareil. Je crois qu'on est presque à 1 ouais, on est à 800 millions de diabétiques là dans le monde, j'ai vu. On n'avait pas encore atteint 1 milliard. Et on a 1 milliard d'obèses sur 8 milliards actuellement. IMC élevé, ok, je viens d'en parler. Cholestérol, pareil, sédentarité, malbouffe. Et après, dysfonction rénale. Donc globalement, voilà à peu près ce qu'il en est. Et en 2019, du coup, l'OMS, dans le Global Burden Disease, il répertorie toutes les maladies du monde entier dans tous les pays. Et il le publie. Alors là, c'est pourquoi est-ce qu'on meurt de la sédentarité? Quelles sont les maladies, en fait, pour que ça nous parle. Alors là, ils ont étudié la part relative des maladies dont il y avait une preuve absolument irréfutable que ça, c'était lié à la sédentarité. Du coup, ils ont pris que les cardiopathies ischémiques, les AVC, le diabète et cancer du côlon, rectum et cancer du sein. En gros, pourquoi est-ce qu'on meurt de sédentarité? Dans 30% des cas, c'est le diabète. Dans 20%, grosso modo, c'est des AVC ischémiques. Dans 50%, c'est des infarctus du myocarde et donc 5-10% cancer. Voilà. Donc c'est à peu près les ordres de grandeur de la mortalité due à la sédentarité. Alors, je fais juste un petit aparté pour les grosses maladies dans le monde. Donc on a vu que c'était la sédentarité. Alors la malbouffe, je vous le remets ce schéma parce qu'il est assez intéressant en fait et on peut faire des calculs assez simples. C'est pareil, c'est sorti en 2022 et du coup on voit. Alors il y a deux tableaux. Un tableau, c'est on est optimal, on est un peu un warrior de l'alimentation et à droite c'est faisable, c'est-à-dire que globalement on peut le conseiller à un patient, on y arrivera facilement. Et sur chacune des catégories alimentaires et des modifications qu'on va faire, on a sur la gauche l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, si vous avez 30 ans
et qu'on prend le plus gros. La ligne rouge, voilà, c'est des légumes. Donc si vous êtes optimal, d'ailleurs, optimal, c'est marqué en bas, 400 grammes de légumes par jour. Si vous ne mangez pas de légumes, vous mangez 400 grammes de légumes par jour et que vous avez 30 ans, vous augmentez votre espérance de vie de 2,5 ans. Si vous rajoutez des grains complets, vous rajoutez 2 ans. Vous rajoutez des noix, vous rajoutez 2 ans. Vous diminuez la viande rouge, vous rajoutez 1 an et demi. Donc là, en fait, si vous voulez gagner 5 à 10 ans d'espérance de vie, en fait, vous pouvez vous le faire comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, pour vous dire que globalement, la nutrition, c'est aussi un gros sujet. C'est pas le sujet du cours, donc je passe vite, mais bon, c'est juste pour faire le schéma. La pollution, c'est aussi un gros sujet. Je trouve qu'il est assez ignoré parce que, par exemple, là, dans le Lancet 2022, c'est le premier facteur de risque de morbimortalité. C'était 6 millions. Et voilà. Et en gros, 90%, les pollutions, ça va être pollution de l'air, pollution du sol, pollution de l'eau. Bon, tout est un problème, hein, voilà. Il y a un autre problème, c'est la recherche, c'est-à-dire qu'on voit au bout d'une ou deux générations toute la morbimortalité, du coup on a du mal, mais bon, la pollution de l'eau, c'est un énorme problème. Bon. Mais 99%, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de la population humaine respire un air qui n'est pas conforme aux normes de l'OMS. Par exemple, à Bordeaux, c'est 3 fois supérieur aux normes de l'OMS, donc voilà, 99%. C'est juste que nous, à Saint-Pierre, qui vient de Saint-Pierre et du Tampon, nous, on fait partie des 1%. Par contre, il y a un problème là-bas, c'est le glyphosate qui donne d'autres types de problèmes. Bref. Donc globalement, la pollution de l'air, c'est un gros problème. Pourquoi est-ce qu'on meurt de la pollution de l'air? Donc ça atteint de multiples organes. En fait, les particules fines, le monoxyde d'azote, l'ozone, etc., pénètrent les alvéoles, pénètrent dans le sang et en gros donnent une inflammation de bas grade, une perturbation du système nerveux autonome et des troubles de la coagulation qui donnent des maladies métaboliques. Ça favorise, ça doit être 20% des diabètes, obésité, la pollution. Les maladies ischémiques, donc 35% des infarctus du myocarde sont dus à la pollution. Un tiers des infarctus du myocarde, je répète, sont dus à la pollution. Donc, quand on fait 5 facteurs de risque cardiovasculaire, en fait, il ne nous reste plus que 2 tiers quand on dit tabac. Alors, je prends pas, c'est la pollution de l'air, hein, c'est pas le tabac. Enfin, c'est tabagisme passif à la limite. Mais tabac, cholestérol, obésité, 5 facteurs de risque cardiovasculaire, je vais oublier, sédentarité, ça. Et bien, du coup, là-dedans, on n'a pas la pollution. Et la pollution, c'est bien 35% des infarctus du myocarde, ok. En 2012, je vous donne les chiffres de l'OMS parce que je les connais, c'était 42% des AVC ischémiques pour les rééducateurs. Donc en 2012, la pollution de l'air est responsable de 42% des AVC. En 2016, je crois que c'était 36%. Enfin, en tout cas, c'est plus d'un tiers. Voilà. Du coup, ça tue, c'est clair, c'est le premier facteur de risque de mortalité dans le monde et ça donne des troubles musculo-squelettiques aussi. C'est éprouvé. Les particules fines, même truc, ça atteint tous les organes et c'est pas bon. Alors, sport et activité physique, en général, grosso modo, faire du sport, sauf dans les villes les plus polluées du monde, mais dans 99% des grosses villes bien polluées, faire du sport, c'est relativement bénéfique. Il y a toujours rien. Au bout d'un moment, on diminue les bénéfices et puis, voilà, mais grosso modo, c'est bénéfique. Et quand on fait de l'activité physique modérée, et surtout là on est sur le cours sport santé, les transports actifs dans la plupart des villes, vaut mieux faire de l'activité physique dans les villes polluées que ne pas en faire, quand on est une personne saine. Par contre, quand on est très sportif, et qu'on augmente de manière extrêmement importante l'activité physique par semaine dans des milieux très pollués, là on peut avoir un effet néfaste. Bon, grosso modo, sport et pollution, je ne sais pas si le cardiologue vous en a parlé. Il y a 10 règles d'or des cardiologues du sport. On fait attention, du coup, bien sûr, si on a malaise, douleur thoracique, palpitation, essoufflement anormal, on va voir un médecin. Pas de sport plus de 30 degrés, bon, ça peut se discuter, vous avez des cours sur la chaleur. Il y a aussi la pollution. Et quand c'est pollué, du coup, on favorise quand même le transport actif. Et on évite, les masques ne sont pas vraiment efficaces. À l'intérieur, c'est aussi pollué qu'à l'extérieur. Donc, il faudrait des filtres à l'intérieur. Si c'est hyper pollué à l'extérieur, on peut être à l'intérieur avec des filtres. Et on évite, en gros, être à proximité, d'ailleurs, des champs agricoles avec pas mal de pesticides, etc., c'est pas très bon. Des industries très polluantes, il y a des grosses usines, voilà, ou des gros transports autoroutiers. Et surtout, il faut céder
parce qu'il y a des grosses variations selon les villes et selon le temps, en fait. Par exemple, à Bordeaux ou même à Réunion Martinique, j'avais regardé, globalement, il n'y a pas beaucoup de pollution de l'air, c'est d'autres types de pollution. Mais dans toutes les autres grosses villes, ouais, il faut regarder les indices qu'on trouve sur Internet de pollution. Et là, on peut faire attention quand on fait du sport ou les personnes fragiles, qui concernent les médecins, mais pas spécialement du sport. En gros, asthme et maladies cardiovasculaires, on va dire ça comme ça. La méta-analyse sport et pollution, c'est... alors, en gros, bon voilà, d'ailleurs à la toute fin du cours, je vous avais rajouté les diapos et vous les aurez, je pense, sur le cours limite planétaire, il y a tout un truc pollution, vous verrez tous les chiffres, mais bon, globalement, les avantages à long terme de l'activité physique dans les zones urbaines l'emportent sur les risques liés à la pollution, à la pollution atmosphérique. Donc même si on habite Pékin, il vaut mieux y aller à vélo et à pied, c'est mieux que pas bouger. Et les piétons sont moins exposés que les vélos. Bon. Les voies métaboliques, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chez les populations vulnérables, donc asthmatiques et maladies cardiovasculaires, quand même faire attention. Et plus c'est pollué, malheureusement, moins on bouge. Et ça, on l'a vu au cours des grands incendies, qui émettent beaucoup de particules fines, etc. Là, on bouge beaucoup moins. Et plus il y a de pollution, c'est comme plus il y a de chaleur aussi, moins on bouge. Bon, voilà grosso modo des ordres de grandeur entre... voilà, je regarde l'heure. Parfait, j'ai 1h07, ça va être très bien. C'était pour vous donner des ordres de grandeur sur la mortalité générale et l'activité physique. Maintenant, je vais rentrer système par système. Bon, je commence par les maladies cardiovasculaires. C'est quand même les plus connus historiquement et les plus reconnus. Alors pareil, petit ordre de grandeur. On prend une population suivie pendant 13 ans, entre 42 et 60 ans, soit qui sont sains, ok, c'est les barres noires, soit qui sont atteints de maladie. Alors on s'attache aux barres noires, mais parfait, j'ai 42 ans. Du coup, je suis un homme de 42 ans, avec un peu de chance calculée, moi j'ai le meilleur VO2 max. C'est pas, mais c'est la vérité, c'est pour vous donner un exemple un peu parlant. Du coup, on regarde la mortalité de toute cause sur le tableau de gauche. Donc un homme sain, voilà, parce que c'est des hommes, bon les études sont plus faites chez les hommes, c'est comme ça. Oh pardon. Qui a le meilleur VO2 max. On le compare à un homme, au groupe d'hommes qui a le quartile le moins bon de VO2 max. Je l'ai mis en dessous, c'est moins de 27 millilitres kilo. Donc 27 millilitres kilo, c'est pas le handicap. Pour vous donner rapidement des ordres de grandeur, à 10 millilitres kilo de VO2 max, vous avez eu des cours là sur VO2 max et millilitres kilo? Ouais, pardon. Ouais. Ça parle à tout le monde si je vous dis 30 millilitres kilo? Alors, dans ma salle, j'ai pas beaucoup de réponses. Rapidement. On fait une épreuve d'effort chez le cardiologue ou le médecin du sport. On se met sur un vélo ou un tapis. On met un masque. Le masque enregistre le débit d'air. Donc le débit d'air, c'est le volume d'air par temps. Il enregistre les fractions d'oxygène et les fractions de CO2. Du coup, on a déduit le débit d'O2 et le débit de CO2. Du coup, on fait un effort, on a un masque et on a le débit d'O2 et le débit de CO2. Plus on fait un effort, plus on va inspirer d'oxygène, c'est logique. Et du coup, l'oxygène, il pénètre dans les poumons, il va dans le sang, il est éjecté par le cœur, il va dans le muscle, il est utilisé dans le muscle par la mitochondrie. Ça fait du CO2, ça repart dans le sang, ça repart dans le cœur, ça repart dans les poumons et ça recrache du CO2 de manière extrêmement globale. Donc, quand on fait une épreuve d'effort avec un masque, on enregistre un peu tout ce système cardio-respiratoire et musculaire de la chaîne d'utilisation de l'oxygène et du CO2. Donc on mesure tout ça ensemble. Donc quand on a une pathologie pulmonaire, on va le voir, une pathologie cardiaque, on va le voir, une pathologie musculaire ou neuromusculaire, on va le voir. Et c'est tout ça. Et l'entraînement favorise, grosso modo, quand on est bien déconditionné, surtout en fait les mitochondries, un peu moins peut-être le système cardiovasculaire. Et quand on est bien entraîné, c'est le respiratoire qui est un peu le facteur limitant. On parle aussi du système nerveux central. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est tout ça qu'on explore. Et du coup, on fait une épreuve d'effort, petit à petit, on la fait bien, on commence au tiers de la charge maximale jusqu'au max. On fait en sorte que ça dure à peu près 10 minutes pour pas être assez échauffé mais pas fatigué. Et à la fin, on arrive au max de son intensité aérobie,
C'est-à-dire qu'on pourrait aller un peu plus loin sur l'intensité anaérobie, mais ça dure pas très longtemps. Et du coup, on peut plus pédaler. Et du coup, on est à une certaine puissance. La puissance, c'est de l'énergie par unité de temps. Du coup, si on met de la puissance tant de temps, ça nous fait tant d'énergie. En gros, je mets 200 watts, ça me fait tant de calories par minute. Et du coup, si je fais 200 watts pendant 1 heure, ça me fait tant de calories. Donc ça, c'est les watts. Et du coup, il y a une relation linéaire, d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, entre, si on fait une épreuve d'effort triangulaire, entre l'augmentation des watts et l'augmentation de la fréquence cardiaque et l'augmentation du VO2. Il y a un petit point sur le V, du coup, c'est bien le débit d'oxygène qu'on inspire. Ce qui me faisait dire au début du cours, d'ailleurs, quand on a 50% de VO2 max, parce que bon, au début, il y a la dépense énergétique du repos, mais comme elle est pas importante, en fait, on l'annule, mais du coup, on commence presque à 0,2 de VO2 et on finit à VO2 max. On commence à 0 watts et on finit à la puissance maximale aérobie. Par contre, on commence à la fréquence cardiaque de repos et on finit à la FC max. Et quand on est à 50% de l'un, on est à 50% de l'autre, etc. Et quand on est au max, et bien du coup, ça reflète nos capacités aérobie maximales, du coup, nos capacités pulmonaires, cardio-respiratoires, musculaires, le système mitochondrial, etc. Voilà. Et quand on est au max, du coup, en fait, par exemple, un homme un peu entraîné, comme vous et moi, qui font un peu de footing, ou une femme plutôt un peu sportive, grosso modo, au max, on est entre 2,5 litres et 3 litres par minute. On est au max, et à la fin de l'épreuve d'effort, si en gros on a une VMA à 13, 14, 15, quelque chose comme ça, on peut faire les calculs parce qu'il y a des corrélations, et on est à peu près à 3 litres par minute. Mais par exemple, quelqu'un qui fait 3 litres par minute, qui pèse 100 kg, il va courir beaucoup moins vite que quelqu'un qui fait 3 litres par minute, ou tant de watts. C'est pas une corrélation, en fait, ça va être 11, c'est-à-dire que 1 watt, ça fait 11 millilitres kilo. Du coup, grosso modo, si on est à 300 watts, on va être à 3,2 litres par minute. Mais du coup, si on pèse 100 kg, on fait 300 watts en PMA, on va courir moins vite que si on fait ces mêmes 300 watts, mais qu'on pèse 50 kg, on est d'accord. Du coup, on fait en millilitres par minute par kilo. Ok. Du coup, en millilitres par minute par kilo, grosso modo, si on a 10 minutes 1000 kg, c'est pas beaucoup du tout. On a une espérance de vie de 50% à 1 an. 18 à 22, c'est le handicap. En gros, on peut pas monter 2 étages. 22, c'est la population actuelle. Donc, bien sédentaire, c'est 22, 25, 30, 35. Les gens qui font pas trop de sport, ils vont avoir 30, 35 ou un petit peu en surpoids, 30, 35. 40, 45. Des fois, je prends l'exemple de Zidane, je crois, j'ai entendu dire, mais je n'ai pas du tout su si c'était vrai, c'est pour donner un ordre de grandeur. Quand il était champion du monde avec 45 minutes de kilo, donc un footballeur, un bon technicien, on va dire ça comme ça, je suis vraiment pas spécialiste du foot, je ne veux pas faire polémique, mais il a 45 et après il a dû aller en Italie si je me trompe pas, ou là, ça va, non. Et il est tombé à 55 minutes de kilo. Donc pour donner un ordre de grandeur, en gros, moi d'ailleurs à La Réunion, les sportifs de haut niveau que je vois, ils ont 40, 45 minutes de kilo, ça passe bien pour les sports d'équipe. Et après pour le sport d'endurance, en fait le VO2 max va faire les performances aux 3000 à 10 000 mètres. Et après le deuxième seuil au marathon, semi-marathon. Du coup là, faut voir, si vous êtes entraîné en endurance, vous faites un peu de compète, des 10 km, des trucs comme ça. Vous êtes peut-être à 50, 60. Le plus mauvais du Tour de France, il y a 60 000 kilos. Je crois que Armstrong et François Den, ils avaient 78. Kylian Jornet est 90. Et le plus gros enregistrement jamais enregistré, ça doit être Contador à 99. Je n'ai pas mis à jour les chiffres, mais pour donner un ordre de grandeur. Du coup, dans la population générale, on se retrouve là. Le premier quartile, moins de 27 minutes 1000 kg. Donc c'est juste quelqu'un qui peut monter 3-4 étages, mais en fait, si une grosse rando, il fait un peu chaud, il va être essoufflé, il va pas pouvoir monter. Et le quartile, le meilleur quartile, plus de 37 minutes kg, ça veut dire qu'en gros, c'est un footballeur qui n'est pas essoufflé à la fin du match où il fait 3 heures de sport par semaine, quoi. Et du coup, la mortalité entre le meilleur quartile et le moins bon quartile est augmentée par 5. C'est-à-dire que le moins bon quartile, franchement d'ailleurs, si vous êtes là-dedans, vous êtes moins de 27, franchement, en 1 an, on vous passe à plus de 37. On vous fait perdre 2-3 kilos et puis du coup, on vous met 3-4 heures à la salle de sport, c'est bon quoi. Donc mortalité divisée par 5. Donc mortalité divisée par 5, donc comment soigner la population? Globalement, là, on a un bon élément. Donc la mortalité cardiovasculaire, ça a été fait, et chez les patients malades, c'est même divisé par 10. Et les accidents cardiovasculaires non fatals, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Ça, alors là, c'était juste pour insister sur à peu près le même type de choses. Globalement, c'est pareil. On avait vu méta-analyse de 2012 chez des patients de 30 à 50 ans, ajusté sur tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc c'est bien le VO2 max ajusté sur tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire.
qui sont, du coup, c'est deux populations similaires d'âge, de poids, de BMI, de HTA, cholestérol, diabète, tabac, antécédents familiaux, et ben celui dans le meilleur quartile, c'est à peu près pareil, c'est divisé par deux, la mortalité. Là, c'est une étude où ils ont suivi, encore une fois, des populations à peu près pareilles pendant 16 ans, en fonction de meilleur VO2 max, donc chez les cardiologues, ou de moins bon VO2 max. Et ben, la mortalité, pareil, était divisée par, était 4 fois plus importante à peu près dans ceux qui avaient le moins bon VO2 max. Méta-analyse qui date de 97, il y a plus de 30 ans. On savait que 1 mètre de PMA, alors 1 mètre, du coup c'est une dépense énergétique de repos, c'est 3,5 minutes mid kilo. Bon, d'ailleurs, on prend n'importe qui, je pense, sauf quelqu'un qui fractionne à mort et qui s'entraîne vraiment à un. Mais globalement, en 3 mois, on augmente d'1 mètre sans trop de problème. Si on est sportif. En fait, par exemple, on prend quelqu'un de sédentaire qui fait un inactif. Si vous ne faites pas du tout de sport depuis 2-3 ans, pas du tout, vous étiez en train de bosser, vous n'avez pas le temps. On vous met juste une demi-heure, 1 heure, 3 fois par semaine de vélo, pas trop suivi, avec un peu un coach, mais pas besoin de fractionner, pas besoin de cardio-fréquence-mètre, juste on vous met au sport. Vous allez augmenter votre VO2 max probablement de 30%. Si vous êtes déjà sportif, vous faites déjà un peu de footing, un peu de muscu, etc. Alors là, pour augmenter le VO2 max, il va falloir faire du fractionné. Mais selon la génétique, vous augmentez de 20 à 40%. Et du coup, grosso modo, 1 mètre, c'est à peu près 1 km/h de VMA. Donc, si vous passez de 13 à 14 à l'heure, ou de 14 à 15, ou de 15 à 16, ou si vous ne courez pas bien, vous passez, encore une fois, je ne sais pas exactement, de 8 à 9 de VMA. Ça va pas. Et bien là, on diminue sa mortalité à peu près de 13 à 15%, toutes causes confondues. Du coup, pour diminuer la mortalité de 45%, 3 mètres ou 3 de VMA. Voilà à peu près les ordres de grandeur. Et encore une fois, hein, ça c'est méta-analyse, méta-analyse, OMS, Lancet, 1 milliard des centaines de millions, c'est absolument indiscutable. Alors là, bon, c'est en fonction du sexe, de l'âge, le VO2 max et la mortalité. Quand on abscisse, c'est la VO2 max progresse. De 25, vous voyez, c'est pas totalement déconditionné à plus de 56, donc c'est quand même les meilleurs VO2 max. Chez l'homme en bleu et chez la femme en rouge, du coup, et chez les plus âgés, grosso modo, c'est à peu près pareil. Meilleur est notre VO2 max, même chez les populations, nous, on doit être là-dedans, là. Entre 25 et 56, on doit se retrouver dans 80% des cas, quoi. Globalement, on améliore, on diminue franchement notre mortalité, et les tableaux du dessous, c'est la mortalité cardiovasculaire. Et alors là, vous pouvez voir, sur cette méta-analyse, on retrouve les mêmes choses en 2024. D'ailleurs, voilà, c'est une méta-analyse de 2024. Et vous pouvez regarder la diapo si ça vous amuse. C'est soit on est actif ou inactif, et du coup, on diminue la mortalité et l'ensemble des maladies qui sont décrites, qui sont les maladies cardiovasculaires, par cancer, principalement. Et on diminue franchement, encore une fois, ces maladies cardiovasculaires et par cancer. Et on diminue aussi, si on améliore de 1 mètre ses capacités maximales aérobie, on diminue, en gros, vous pouvez voir maladie par maladie combien vous diminuez, mais en gros, on diminue 11 à 17%. En gros, on diminue 1 mètre, c'est moins 15% de morbimortalité pour toutes ces pathologies-là. Sur les tableaux en haut à droite, c'est encore des méta-analyses qui montrent l'activité physique totale par semaine et la diminution de mortalité toutes causes confondues à droite et la mortalité cardiovasculaire sur le tableau de gauche. Et plus on est intensif et plus on en fait, plus on diminue sa mortalité. On voit mortalité facilement divisée par 2 dans ces populations-là. Et sur le tableau en bas à gauche, je vous parlais de la course à pied, par exemple, ça va peut-être vous parler. Du coup, on divise avec des gens qui, des populations comparables et qui courent, alors soit en rouge, pas du tout, soit moins d'1 heure par semaine, soit un peu plus d'1 heure, et après en rouge extrêmement clair, ça va être plus de 2h30 par semaine. Et on voit qu'en fait, en courant, 1 heure ou 2 heures par semaine, on diminue la mortalité, mais on diminue les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les pneumopathies et les maladies neurodégénératives. Vous verrez qu'à la toute fin, dans ces études-là, on a une remontée, comme si
En fait, trop de sport aggravait les choses. Le truc, c'est que sur ces études que je vous montre là, on voit par exemple sur la mortalité, tout à gauche, les gens qui couraient par exemple plus de 3 heures par semaine, on se dit, ah bah tiens, en fait, ils perdent le bénéfice de moins de 2 heures de course à pied. Mais en pratique, il y a un très très faible nombre. Et du coup, c'est jamais statistiquement significatif. Alors, il y en a qui pourraient dire, ah ouais, c'est pas statistiquement, mais du coup, il y a un. Et du coup, je vous montrerai d'ailleurs, et je vous spoil dans quelques diapos, que en fait, quand on en fait beaucoup, et ben du coup, on ne aggrave jamais la morbimortalité ni aucune des maladies et on l'améliore tout le temps. Donc on peut en faire quasiment autant qu'on veut. Ce qui peut se discuter à la limite, c'est en rééducation cardiovasculaire, quelqu'un qui a fait un infarctus, plus de 15 heures par semaine, éventuellement pourrait. En fait, c'est pas augmenté parce qu'on a toujours un bénéfice, mais en gros, 17 heures pourrait être un peu pire que 15 heures. Mais comme 15 heures, on a beaucoup gagné, en fait, 2-3 heures, c'est extrêmement bénéfique. 4-5, un peu plus. 10, un tout petit peu plus. 15, un tout petit peu plus, mais quasiment rien. Et 17, ça remonterait un petit peu. Mais en gros, on s'en fiche. S'il veut faire le grand raid, il fait 17 au lieu de 13. On peut lui dire, c'est un peu débile, mais ce serait à peu près la seule chose. Après, dans les populations saines, et je vous le montrerai, c'est bénéfique. Donc, si vous faites 15-20 heures, le problème, c'est que si vous faites 15-20 heures et que vous travaillez plus et que vous avez plus d'argent et que vous êtes trop fatigué parce que vous marchez en montagne et que vous faites plus de muscu et que etc. Pour des raisons indirectes, ça peut être néfaste. Mais franchement, si vous faites tout pareil et que vous rajoutez, le problème, c'est d'en faire trop, c'est qu'on met plus d'intensité. Et c'est surtout l'intensité qui est importante. Alors, le nombre de pas par jour. Alors là, il y a des méta-analyses, il y en a beaucoup. J'ai repris la principale. Alors, du coup, il y a beaucoup d'études et aussi beaucoup de méta-analyses. Mais la plus indiscutable, et je pense que vous pourrez tenir celle-ci, regardez le tableau en bas à gauche et ne retenez que celui-là. C'est le meilleur. On voit, par rapport à 0 pas par jour, déjà faire 4000 pas par jour, on diminue la mortalité par 2. Donc, quand vous voyez des populations en gériatrie, des gens qui bougent plus du tout, des gens à l'hôpital pendant longtemps, essayez, vous voyez même déjà 2000 pas par jour, on a une mortalité divisée de 25%. Franchement, par rapport à tous les médicaments qu'on peut prescrire, c'est pas mal. 4000 pas par jour, ça se fait bien. Ça fait une petite balade tranquille. Mortalité divisée par 2. Mais bon, là, je vous parle, on a tous au moins 4000 pas par jour, même si on a pris le bus, etc. Ça va vite. Si on reste pas complètement alité ou chez soi à rien faire, on est à 4000 pas. Il y a quand même un gros bénéfice à arriver à 7500. Donc là, ça vaut le coup d'arriver à 7500. Encore une fois, on gagne, on arrive à une mortalité divisée à 75%. Donc en fait, franchement, c'est des choses considérables. Et après, on gagne un peu, mais plus trop. Vous voyez, quand on parle de 10 000 pas par jour, entre 7500 et 10 000, c'est pas énorme. Et après, là. Alors après, si vous avez des gens, par exemple, qui vous font un monsieur, bon allez, on va dire une dame maintenant, qui a fait un petit AVC, qui a du cholestérol, de la tension artérielle, voilà, ou qui a eu un cancer du sein. Alors, elle marche une demi-heure par jour. C'est bien. Tout facteur confondu par ailleurs, voilà, elle diminue sa mortalité à peu près de 15%. Mais si... Ah non, alors je vais mettre le petit trait, pardon, le petit trait il est mis à 25. Alors elle marche 25 minutes par jour, c'est bien, elle se promène dans le parc, elle marche 25 minutes, parfait, elle a limite 15%. Mais si vous lui dites, ah ouais, maintenant, dans les 25 minutes, vous faites à la limite 20 minutes, mais vous faites 5 fois 1 minute de course à pied, vous voyez, 5 minutes de course à pied, c'est moins 10%. Donc cette dame-là, ça va lui rajouter 10%. Et après, les gens qui marchent, ils disent, ah ouais, je marche, moi, 2 heures dans le parc par jour, et du coup, c'est très bien. Très bien, voilà, par rapport... Mais ça, c'est que des gens qui font au moins 4000 pas par jour, et qui marchent en plus, pardon. Des populations qui sont pas sédentaires. Du coup, ils diminuent leur mortalité. Mais par contre, s'ils couraient, une demi-heure par jour, vous voyez que, d'ailleurs, ils auraient des bénéfices qu'ils ne pourront jamais atteindre avec la marche. Donc, mettre un peu d'intensité, c'est bénéfique. Alors maintenant, quand on court, jusqu'où? Alors donc, quand on marche, ça vaut vraiment le coup de courir même quelques minutes. Et puis, il vaut mieux courir une demi-heure. C'est plus bénéfique que marcher 1 heure et demie. OK? Et si on court, alors là, il regarde la diminution de mortalité toujours en fonction du temps, de la distance, de la fréquence, de la dépense énergétique totale et de la vitesse. On voit dès le début que à partir du moment où on court au moins 1 heure par jour, au moins 1 heure par jour, 1 ou 2 fois par semaine, et on dépense 500 calories, au-dessus, il n'y a pas vraiment 1 ou 2 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Au-dessus, ça sert à rien, quoi. 3, 4, 5, 6 heures, on ne gagne pas grand-chose.
Par contre, on gagne sur la vitesse. C'est-à-dire qu'on voit la vitesse, ça diminue jusqu'à à peu près, c'est des miles par heure, 7 miles par heure. Je dois faire à peu près 12 à l'heure, pardonnez-moi le mot écart. Mais en gros, c'est ça. Si on court à 8 à l'heure, ben, il vaut mieux courir 1 ou 2 heures, des fois en allant à 12, que courir 4-5 heures en allant à 8. Voilà. Après, méta-analyse, est-ce que la course à pied est bonne pour la santé? Bon, bah alors là, je peux passer à la diapo. Oui, de manière indiscutable. Voilà. Encore une fois, même schéma et même chose, on voit qu'on gagne surtout en augmentant l'intensité. J'avance un peu. Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On voit ce type de courbe, grosso modo. On fait les recommandations. 2 fois les recommandations, on gagne. 2-3 fois les recommandations. Après, ça stagne. Et beaucoup, on a l'impression que ça a l'air de remonter. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bah, des gens qui font du vélo, on arrive à 20-25 heures par semaine. Bah, moi, à La Réunion, l'Ultra Trail, bon, c'est hyper fréquent de voir plus de 20 à 30 heures par semaine. Et ben, du coup, on a répondu à la question il n'y a pas très longtemps à ce que j'ai à date, enfin, à mon avis, moins de 2 ans, cette étude-là. Donc, revue systématique de la littérature et méta-analyse. Est-ce que faire donc 5000 mètres par minute, alors, j'essaie de diviser en 60 minutes, 6, ça fait 8 heures, 8 fois 5, ouais, ça. Non, pardon. Alors, on va reprendre, pardon. 5 mètres, on va dire que c'est de la marche rapide. 1000 minutes de marche rapide. Pardon, je fais le calcul pour vous le donner en heures. Non, pas du tout, j'ai pas la calculatrice. Donc 6, bah, ça nous fait 15 heures de marche rapide, allez. Donc en gros, même si on fait 15 heures de marche rapide, donc en mode trail, quoi, 15 heures de trail, c'est à peu près ça l'idée. Bah, n'augmente pas la mortalité en comparaison avec nos 75 à 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, quoi. Même, il y a une moindre mortalité. Donc il vaut mieux, enfin après, c'est des modes de vie. Hein. Voilà. Alors, cette étude, en fait, ils ont pris des sportifs de haut niveau en ski de fond, vélo de course et marathonien, de très bon niveau, et ils l'ont comparé à des populations comparables. Et c'était ça le problème des études, c'est que on a toujours des difficultés à comparer un champion de vélo avec la population générale. Et ben, ils ont vu que ces gens-là avaient une espérance de vie par rapport à une population comparable augmentée. Donc, par exemple, ski de fond de 3 à 4 ans d'espérance de vie en plus. Marathonien, 5 ans d'espérance de vie en plus. Tour de France, plus 17%. Donc, en faire énormément. En tout cas, ne dites pas, ouais, vous allez faire le Tour de France et puis du coup, vous diminuez votre mortalité. Probablement que non. Alors, dites, bien sûr, on va pas dire, on va faire le Tour de France, vous allez améliorer votre espérance de vie, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, moi, je vois un ultra trail, j'en dis, ouais, à la fin, ça te rend en mauvaise santé. Bah non, c'est l'inverse de ce que dit la science. Alors, après, ça dépend des sports. Là, ils ont comparé des sportifs de niveau international en fonction des sports et ils ont regardé l'espérance de vie. Et ben, il y a quand même quelques sports qui aggravent. Normalement, ça se discute. Enfin, faut voir selon les sports. Là, c'était très très discuté parce qu'il y a des sports un peu particuliers. Bon, le pire, c'est le sumo, ok. Mais même le volleyball, c'était plutôt dans les sports qui a aggravé les choses. En général, on dit que les sports aérobie, quand on en fait énormément, c'est plutôt bénéfique. Que de la muscu, les sports mixtes, ça améliore peut-être un peu moins. Que muscu, en gros, les haltérophiles, ils augmentent pas leur espérance de vie, tout facteur confondu par ailleurs, parce que des fois, ils ont des modes de vie un peu problématiques. Et après, chez les sports de haut niveau, il y a en fait le gros facteur pour eux spécifiquement, c'est l'arrêt du sport. Et quand ils arrêtent le sport, ils mangent beaucoup et ils sont pas éduqués. En fait, ils sont en mauvaise santé, ils ont une pas bonne espérance de vie. Mais grosso modo, aérobie, ça protège bien. Mixte, plutôt bien. Et que muscu, pas trop. Mais là, c'est pas vraiment ce qu'on retrouve. Après, ça, c'est vraiment les sports de haut niveau parce qu'en pratique, d'ailleurs, ce qu'on voyait, c'est ce qui est pas mal chez les personnes âgées, etc., c'est de coupler un peu tout. Et tennis, golf, même danse, c'est des choses qui sont associées.
pour de multiples facteurs sociaux, peut-être la musique. Après, il y a la nature à prendre en compte, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors là, c'est des sportifs qui avaient couru, donc extrêmement rapide, hein, c'est niveau international, qui avaient couru le 4 miles en moins de 2 minutes 19. En gros, c'est niveau international d'athlètes. Et bien, ces gens-là, comparés à une population comparable, c'est le principe de l'étude, ont eu une espérance de vie augmentée en moyenne de 4 ans. Et on voyait que c'était ceux qui ont couru dans les années 50, c'était plutôt même 9 ans, et dans les années 70, plutôt 3 ans. Enfin, en tout cas, même les très rapides ont une espérance de vie plutôt augmentée. En ce qui concerne la muscu, la muscu, on voit aussi ce type de courbe. Encore une fois, quand à droite ça remonte, c'est parce qu'il y a un très faible nombre. Et en gros, probablement, enfin, c'est pas très scientifique ce que je vais dire, mais on va se retrouver avec des populations qui nous font 5 à 8 heures de muscu dans la salle. Et ça, si on compare à la population générale, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est des profils très particuliers, quoi, si je puis dire. Et du coup, c'est pas statistiquement significatif. Parce que c'est très faible nombre de populations et on a du mal à, enfin, essayer pas d'interpréter cette courbe qui remonte. En tout cas, faire une demi-heure, 1 heure de muscu par semaine, là, c'est ce qu'on voit, diminue la mortalité, diminue les maladies cardiovasculaires, en gros de 10-15%, on voit un risque relatif à 0,85. Les maladies cardiovasculaires et les cancers aussi. Et le diabète, par contre, plus on en fait, plus ça a l'air de diminuer. C'est ce qu'on voit dans la population diabétique. Alors, du coup, maintenant, entre activité cardiovasculaire et musculation. Donc, on a vu qu'activité cardiovasculaire, on a vu à peu près les courbes. Muscu, on a vu que c'est à peu près 15%. Du coup, alors, toute activité confondue. Si on regarde l'activité physique modérée à intense sur une population, on voit que ça diminue bien au début, hein, on l'a vu. Et après, petit à petit, plus on dépense d'énergie, plus ça marche. Mais à un moment, là, quand on est aux recommandations, ça marche plus grand-chose. Chez les personnes âgées, ça marche mieux que chez les personnes pas âgées, en fait. Ça, voilà, c'est ce qui est en vert, c'est pas âgé, en bleu, c'est âgé. Bon. Et après, ça, c'est intéressant. En haut à droite, alors, j'ai pas mis de couleur parce que j'y arrive pas, ces petits points, mais en rond et en carré, c'est les activités aérobies. Et on voit que plus on en fait, globalement, plus ça diminue. La muscu, au début, jusqu'à 3, 4, 5 heures, ça diminue, mais après, ça stagne, voire ça augmente, même si je vous dis, il ne faut pas trop l'interpréter. Mais en muscu, ça stagne. Du coup, on va se dire, ah ouais, mais par contre, à tout niveau d'activité aérobie, même quand on fait 5, 6, 7 heures, quand on rajoute de la muscu, on diminue encore la mortalité de 10%. Donc faites de l'activité aérobie comme il en est et rajoutez une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie de muscu par semaine et boum, vous allez gagner 10% de mortalité en plus. Alors, en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, donc voilà, là c'était un peu les modalités d'exercice. Après, je vais vous faire, ah oui, c'est ça, modalité, là, la santé cardiovasculaire. Bon, après, ouais, il y aura pathologie par cancer. Après, il y aura un peu le système immunitaire, le trouble musculo-squelettique, un peu la recommandation. Et femmes et enfants, c'est les toutes dernières diapos. J'aurai peut-être pas le temps, mais vous avez des cours de toute façon sur. Vous avez eu des cours sur Ampédia et vous aurez des cours sur la femme. Donc, alors, maladie cardiovasculaire. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'infarctus du myocarde? Alors, l'infarctus du myocarde, ça voilà, étude de 2014. L'auteur a étudié 5 facteurs de comportement à faible risque. Donc, une alimentation saine, consommation modérée d'alcool, pas de tabac, activité physique, donc c'était 40 minutes de marche ou de vélo par jour et de l'exercice plus d'une fois par semaine, et pas d'adiposité abdominale. Donc, bien sûr, plus on a de comportement à faible risque, moins on a de risque d'infarctus du myocarde. Les gens qui avaient ces 5 facteurs avaient 5 fois moins d'infarctus que les autres. Là, c'est ce qu'on voit. Et la part relative de tout ça, c'était pour vous donner un. On voit d'ailleurs le plus important, franchement, j'ai pas triché en sélectionnant l'étude qui prêche pour le thème du sujet, mais le plus important là, c'est l'activité physique. Bon, après, voilà, tout est bénéfique, on est d'accord. Hein. Le poids, là aussi, le tabac aussi, l'alcool et l'alimentation aussi. Donc voilà, on voit que tout ça, ça joue parce que ça joue sur tout de manière corrélée, un peu complexe. Les lipides, l'HTA, le stress oxydatif, la fonction endothéliale, la tolérance au glucose, l'inflammation et la fonction cardiaque. Pour l'HTA, alors je me permets de le rappeler parce que probablement que vous le savez, mais ce n'est pas du tout ce que j'observe.
quand on est hyper tendu, l'HAS 2022 nous dit le risque faible, on fait d'abord les règles isométriques. C'est quoi les règles isométriques? Activité physique, par exemple, 30 minutes par jour, au moins 3 fois par semaine en endurance. Ça, c'est HAS, je répète. Réduction du poids si surcharge pondérale. Réduction de l'alcool. Moins de sel. Fruits et légumes et moins de graisses saturées. Pour la tension artérielle, ils le disent. Et réduction du tabac, ça ne joue pas sur la tension artérielle, mais c'est bon pour les facteurs de risque cardiovasculaire. Et dans l'étude de 2006, dans Hypertension 2006, ils montraient alors déjà ce qui est fruits et légumes et moins de graisse, ça diminue la systolique de 5. Après l'activité physique de 4, l'alcool de 3 mm de mercure, le sel de 3 et le stress de 3 mm de mercure. Donc grosso modo, si on voilà, l'activité physique par exemple, entre réduction du sel ou faire de l'activité physique, ça marche presque un peu mieux. Bon. Mais quand il y a un risque moyen, pareil, on fait les règles isométriques que je viens de dire, plus la prise en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire pendant 3 à 6 mois. Et c'est que en cas de risque élevé qu'on met un traitement médicamenteux d'emblée. Voilà. Je suppose qu'on le sait, mais c'est pas ce qu'on fait. Alors après, bon, on va dire ça comme ça. Je me suis un peu amusé sur la gauche à montrer quelle activité réduisait le plus la tension artérielle. En pratique, vous allez voir, vélo, c'est du. Alors, le petit icône vélo, ça diminue un peu alors, c'est systolique et diastolique, les deux tableaux. Et c'est le haute intensité aérobie. On pourrait croire que c'est ce qui améliore le mieux, mais en fait, c'est presque la modalité qui améliore le moins. Bon. Mais d'abord, alors, le vélo, c'est du high intensity interval training. Le course à pied, c'est du entraînement continu. RT, c'est muscu, resistance training. CT, c'est les deux, mixte, c'est cardio-muscu. Et IET, c'est l'exercice isométrique. Alors, ce qui diminue le plus la tension artérielle à court terme, c'est le renforcement isométrique. Alors, si vous en déduisez, écoute, je vais mettre mes patients en renforcement isométrique, bon, alors ça va diminuer la tension artérielle. Mais il ne faut pas du tout voir la maladie avec un seul facteur de risque cardiovasculaire. Et en fait, c'est l'objectif de la diapo. On voit que l'exercice, alors en haut à gauche, ça diminue bien les risques, les cardiovasculaires, ce qu'on peut surveiller. On fait une prise de sang, on a le cholestérol, aucune tension artérielle, au repos, à jeun, etc. Encore une fois, parce que moi, des fois, je vois des compètes et puis on mesure l'après-midi et puis on dit n'importe quoi sur la tension artérielle. Bref. Et du coup, ça diminue les risques cardiovasculaires. OK. Mais aussi, et surtout, pourquoi l'activité physique est aussi bonne? Pas de manière aussi simpliste en mesurant les risques cardiovasculaires, parce que ça diminue le stress oxydatif, parce que ça engendre une prolifération de cardiomyocytes, c'est anti-apoptotique de manière directe, ça engendre des adaptations métaboliques, ça diminue, ça favorise le métabolisme des glucides, des lipides, ça a un impact direct sur la mitochondrie et ça favorise la production d'ATP. Ça engendre des réponses systémiques sur le microbiote, extrêmement importantes, sur le muscle squelettique, sur les vaisseaux, sur la masse grasse et sur les vaisseaux également. Du coup, en gros, dites faites du sport, c'est extrêmement bon pour la santé, ça diminue les maladies et ça diminue la mortalité aux chiffres où je viens de vous les donner. Et ne dites pas, tiens, en fait, vous faites du sport, mais en fait, vous diminuez pas trop ça, vous diminuez pas trop ci, voilà. En fait, il ne faut pas du tout les limiter au risque cardiovasculaire. Oui, ça va les diminuer, oui, ça agit, mais les effets sont bien supérieurs à ceux des risques cardiovasculaires. Ils sont déjà bons pour les risques cardiovasculaires, hein, ça, pas de problème, je vous l'ai montré pour la tension artérielle, là, je vous le montre pour le diabète. Bon, alors je vous fais simple méta-analyse et puis traduction, hein, comme ça c'est purement objectif et puis simple et assez récent, 2022. L'entraînement aérobie, a priori, alors il y a plein d'études, mais la haute intensité serait supérieure à l'intensité faible à modérée pour le diabète. Bon. Alors par exemple, l'entraînement résistance, ce que je vulgarise, aller en muscu, ce qui n'est pas exact, ça peut réduire l'HbA1c 3 fois plus chez le diabétique par rapport à ceux qui ne font pas de muscu. Pour vous donner un ordre de grandeur des bénéfices chez le diabétique. Et combiné aérobie et résistance, c'est plus bénéfique, mais peut-être parce qu'en fait, il y a plus de volume d'entraînement et plus de dépenses énergétiques. L'équilibre, c'est toujours bénéfique, bon, ok, et sur la psychologie et les fonctions cognitives, c'est également important, et voilà. Si on respectait les recommandations d'activité physique,
du coup, on réduirait en prévention de 44% l'incidence du diabète. Donc en gros, on prend la population, allez, il y a 30% de la population mondiale qui respecte les recommandations. Si on passe à 100%, et ben du coup, qui ne respecteraient pas, on diminue de 50% le diabète en prévention, rien qu'à faire les recommandations. Et 1 heure de sédentarité supplémentaire par jour, sur 8 jours, ça augmente de 22% les chances de développer un diabète. Encore une fois, c'est pour vous donner juste des ordres de grandeur qui peuvent être encore relativement impressionnantes. Alors en France 2024, en première intention, chez un diabétique, on propose une prise en charge non médicamenteuse avec nutrition, lutte contre la sédentarité, activité physique, éducation thérapeutique, etc. Les deux sont séparés et les deux sont en première intention. Changement des habitudes de vie, et même si on introduit un médicament, on continue ces prises en charge qui sont extrêmement bénéfiques. Sur l'obésité, alors là c'est très intéressant parce que parce qu'on entend tout et on n'entend pas trop la vérité en fait. Alors, c'est une méta-analyse de 2020 dans une des plus grandes revues sur l'obésité, Obesity Reviews 2021, ok. Alors, en gros, l'exercice versus le contrôle. Alors, si on fait du sport en lui-même et qu'on compense et qu'on mange beaucoup, en fait, on ne va pas diminuer. Mais en gros, si on mange beaucoup, on va gagner en masse maigre, on va perdre en masse grasse, et de toute façon, on l'a bien vu, notre morbimortalité sera diminuée. Et en plus, alors moi qui suis à La Réunion, et si on nous fait 2-3 mois de sport et qu'on mange bien, franchement, on est en meilleure santé. On a peut-être pris un peu d'eau, on a peut-être pris du poids, et ceux qui se fixent à la balance, c'est pas une bonne chose. Donc nous, en tant que soignants, on insiste pour leur dire que c'est extrêmement bénéfique pour la santé, parce qu'ils auront moins de cancer, moins d'Alzheimer, moins de maladies cardiovasculaires, moins tout, mais on se fiche du poids sur la balance. En pratique, en général, sur des méta-analyses qui font des programmes de quelques semaines, c'est à peu près ça, c'est des programmes d'activité physique, qu'on fasse de l'endurance ou de la résistance ou de la marche rapide d'ailleurs, voilà, 6 mois, 12 mois, et ben du coup en fait on diminue le poids par rapport à rien. Entre la haute intensité ou le travail continu, c'est pareil. Il n'y a pas un qui marche mieux que l'autre. Il y en a. Il y en a qui disent ah ouais il faut faire du continu parce que ça fait dépenser du gras, mais alors ça c'est pas du tout un bon mode de réflexion parce que on dépense du gras en valeur relative, un gros pourcentage à faible intensité plus que des glucides, mais comme on dépense moins de calories, ça fait un plus haut pourcentage de moins de calories, donc on dépense moins. Et après faire de la haute intensité, alors certes on dépense des glucides, mais on améliore son VO2 max. Et après déjà au niveau fonctionnel, on va peut-être plus agir, on va monter les escaliers, on va pousser les chariots et tout. Du coup on aura une plus grande dépense énergétique. Et puis après, en fait, quand on a une bonne VO2 max, c'est extrêmement facile de faire une demi-heure, 1 heure de marche rapide, ce que ne peuvent pas faire les personnes qui font de la faible intensité. Et du coup, il faut de toute façon, in fine, mettre de la haute intensité et faire de la muscu, c'est relativement bénéfique. Par contre, quand on compare restriction calorique, donc weight loss diet, voilà, pour perdre de poids, un régime pour perdre de poids, plus de l'exercice versus qu'un régime, et bien là, ils mettent que 2 études, mais en gros, il n'est pas du tout montré que rajouter de l'exercice à un régime hypocalorique diminue plus le poids. Donc on peut dire, je veux perdre du poids, donc je fais que le régime, l'activité physique sert à rien. Mais non, en fait, c'est pas ce que je vais vous dire, vous en doutiez peut-être. Après, j'ai juste essayé d'être objectif, j'avais pas d'avis avant de faire mes cours, surtout là-dessus, je suis pas endocrinologue. Bon, après, j'ai lu plus d'études que ça, mais du coup, elles vont toutes en ce sens. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'endocrinologues, c'est pas contre eux, mais qui ne savent pas du tout ça. Ils n'ont aucune idée. D'ailleurs, je pense que dans toute spécialité médicale, des réanimateurs, des cancérologues, des cardiologues, des endocrinologues, ils ne doivent pas avoir de cours sur l'activité physique, ils n'en savent rien. Je ne vais pas donner de nom, mais j'ai beaucoup de spécialités comme ça en tête où je leur donne des cours et ils disent ah bon, tiens, je savais pas. Ah ouais, je savais pas. Donc tant mieux, on a des choses à apprendre. Mais ne vous fiez pas du coup aux spécialistes, c'est à vous de tout savoir. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le régime engendre une perte de poids plus importante que l'exercice. Par contre, l'exercice engendre une perte plus importante de la graisse viscérale abdominale. Or, la graisse viscérale abdominale est celle qui engendre les maladies métaboliques, cardiovasculaires et cancéreuses. Donc l'exercice est bien meilleur pour la santé que la perte de poids. Donc faites les deux.
Et après, il y a autre chose, c'est que quand on fait de l'exercice, la perte de poids n'est pas corrélée à la graisse viscérale abdominale. Donc on peut perdre beaucoup de graisse viscérale abdominale, ne pas perdre de poids, mais on sera en bien meilleure santé et ça ne se voit pas sur la balance. Okay. Donc on peut faire les deux. Voilà. Et du coup, pareil, haute intensité ou continue, c'est à peu près pareil. Si on fait que de la muscu, eh ben, ça ne marche pas sur la perte de poids. Par contre, si on fait cardio plus régime, du coup, on va perdre du poids, on va perdre de la masse grasse viscérale, mais on va perdre du muscle. Et ça, c'est indiscutable. Du coup, il faut rajouter de la muscu pour ne pas perdre de muscle. Parce que notamment, vous verrez en gériatrie, bah déjà, par exemple, pour la chute, pour la chute chez la personne âgée, pour les cancers, pour le diabète, pour la masse musculaire, pour l'ostéoporose et puis les chutes, etc. C'est extrêmement important. La masse musculaire et pour la fonction et le combat du handicap, c'est extrêmement important. Donc en gros, on fait régime pour perdre du poids parce qu'on est obèse. On fait de l'activité aérobie, on perd de la masse grasse viscérale, on est en meilleure santé. Et comme on va perdre du muscle à faire ça, on rajoute de la muscu pour ne pas faire de muscle. Voilà. Alors, la mort subite, bon, peut-être on vous en a parlé. En gros, la mort subite, ben voilà, en haut à droite, les morts subites, allez, il y en a 1000 par an en France pendant le sport. 90%, c'est l'infarctus du myocarde, c'est la mort subite de plus de 35 ans. Chez les sujets jeunes, c'est des pathologies plutôt congénitales de type cardiomyopathie hypertrophique, dysplasie rythmogène du ventricule droit, quitélion congénitale, Brugada. C'est pour ça qu'on fait examen clinique plus ECG de repos, on va dépister chez les sujets jeunes. Et alors, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vous montrer la courbe en bas à gauche, bon, qui est turée de 2001. On peut discuter, on peut prendre d'autres études, voilà. Mais globalement, on voit que le sportif, on le sait, au repos, à gauche, il a un risque inférieur au sédentaire qui est en rouge. Mais le sportif, il va faire du sport, pouf, il augmente son risque pendant le sport, ça c'est vrai. Et d'autant plus si il fume, il a la grippe, il fait chaud, il prend de la caféine, voire des amphétamines, etc. Et des règles d'ordre des cardiologues du sport. Mais quand même, là on voit sur cette courbe qui est faite par un cardiologue et qui a été publiée en 2001, ce sportif est moins à risque que le sédentaire. Donc en fait, être sportif et faire un gros footing, on est moins à risque qu'être sédentaire et traverser le couloir. Bon. Et le sédentaire, par contre, quand lui il se met au sport, il augmente énormément son risque. Donc c'est lui qu'on va surveiller. C'est pour ça que les épreuves d'effort et tout, on va viser les gens qui reprennent le sport et qui ont des facteurs de risque. C'est eux qui sont à risque. Donc 10 règles d'or des cardiologues du sport. Alors, quand on a eu une maladie cardiovasculaire, encore une fois, alors chez le coronarien, première courbe en haut à gauche, donc c'est la puissance maximale aérobie. Donc maintenant, vous avez bien compris, on va aller un peu vite. Les gens qui, en puissance maximale aérobie, font 8 mètres. D'ailleurs, 3,1 mètres, c'est 3,5. Donc 8 x 3, 24 et 4. Donc des gens qui ont 28 millilitres mètre kilo. Ils ont un pourcentage de survie au bout de 10 ans de 75%. Et les gens qui avaient une PMA équivalent à 5 mètres ont une survie de 45%. Donc chez le coronarien, le VO2 max est un gros facteur de morbimortalité. C'est ce qu'on retrouve dans l'étude en bas avec les gens qui ont moins de 10 minutes micro. D'ailleurs, je vous le disais, c'est en mois. Vous voyez qu'ils ont une survie de moins de 50% à 1 an. Mais par contre, ce qu'il faut voir en rééducation cardiaque, c'est que moindre est son VO2 max, pire est sa morbimortalité, c'est clair, c'est sûr et c'est net. Mais par contre, quand on considère le gain, donc sur le tableau en bas à droite, c'est le pic de VO2, bon, c'est un peu comme le 1. Donc, plus on a un VO2 max faible, enfin là c'est extrêmement faible, 18 c'est le handicap, ils sont tous handicapés, 10 c'est mortalité à 50% à 1 an, donc en fait là-dedans il y a presque la moitié qui vont mourir dans l'année, quoi. Mais en gros, plus ils ont un VO2 max faible, plus le bénéfice de l'entraînement est important. Donc en gros, il ne faut pas dire, ah ouais, bah, du coup, si on met quelqu'un d'extrêmement déconditionné au sport, on va gagner beaucoup en pourcentage, pas beaucoup en valeur. Donc c'est quand même important, même quand on est très déconditionné, de le faire. Alors, les rééduqués cardiaques, on peut les entraîner en continu. Donc par exemple, on va se dire, ah bah, du coup, voilà, tu vas te mettre entre ton premier seuil et ton deuxième seuil. En dessous du premier seuil, allez, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, tu te fixes soit sur l'échelle de Borg,
tu te mets à 14 sur l'échelle de 20 par exemple, ou aux sensations, tu augmentes un petit peu ton rythme respiratoire, c'est un petit peu difficile. Et là, il est jamais sur le système anaérobie. Enfin, il dépasse pas le deuxième seuil. Il utilise un peu le système anaérobie, mais bon, tout est recyclé, il peut tenir autant qu'il veut, et il va avoir certains bénéfices. Et qu'on se fixe à l'échelle de Borg, au watt qu'on a fait sur l'épreuve d'effort, ou à la puissance, ou à la fréquence de repos, en gros, entre le premier et le deuxième seuil, c'est à peu près entre 60 et 80%. Non, ben là, ils ont mis pas. C'est 60% à peu près, par exemple, de la fréquence cardiaque de réserve. Du coup, la fréquence cardiaque d'entraînement, quand on fait en continu, du coup, on fait la fréquence de repos plus 60% de FC max moins FC de repos. C'est-à-dire que si, bon, allez, on prend quelqu'un de 20 ans, parce que ça tombe bien qu'il y a 50 battements par minute de fréquence de repos. S'il a 20 ans, sa FC max, c'est 200. Donc, fréquence de repos, 50. Fréquence max, 200. S'il est à 60% de FC de réserve, ça nous fait 15 fois 6. « 95 plus 50, 145. Du coup, quelqu'un qui a 50%, trompé, et ben, du coup, ça fait 15 fois 5. Ouais, ça nous fait bien 75. Du coup, il est bien à 125 battements par minute, et il est bien à 140, pardon, quand il est à 60% de la FC de réserve. Bon, en gros, il faut faire 50 plus, entre parenthèses, 200 moins 105 moins 50. Donc ça nous fait 60% de 150 plus 50. Bref. Et quand il est sous bêta bloquant, comme la FC max est diminuée, on prend 0,8. Bon, qu'on se fixe à la fréquence cardiaque, sur l'épreuve d'effort, à la formule de carbonate que je viens de donner, au watt ou à l'échelle de Borg, on a à peu près les mêmes bénéfices qui sont importants et qui sont à peu près ceux que je viens de donner. On peut faire un entraînement en continu à peu près de la même manière. Alors vous voyez que là, c'est pas du sport. En fait, ils intercalent des périodes de repos extrêmement importantes, ce qui permet de mettre des groupes d'entraînement très différents. Mais par exemple, ils font 1 minute d'intensité, 3-4 minutes de repos. En sport, des fois, on dit temps de repos égale temps d'activité intensive, grosso modo. Bah, globalement, on arrive également à des gains très importants. Là, il me reste 2 minutes. Et le risque est très faible. C'est ça qui fait peur aux cardiologues, parce qu'ils se disent, si à un moment j'ai une mort subite dans mon service, ça va se savoir à vie, voire plus. Du coup, je ne le fais pas. Mais le risque est extrêmement faible. Et si on regarde au niveau de la population générale, il est bien plus... Alors, après, il faut sélectionner les patients. Il y en a qui sont beaucoup plus à risque de faire un accident cardiaque. Et c'est ceux-là qu'on ne mettra pas à l'entraînement intensif, donc intermittent. Mais les gens qui ont peu de risque de faire un accident cardiaque, on va pouvoir les mettre à un entraînement intermittent, et on va d'autant plus augmenter le VO2 max et d'autant plus améliorer leur morbimortalité. Alors, les bénéfices d'un entraînement en continu. Alors, en rééducation cardiaque, ce qui n'est pas vrai chez les personnes saines, surtout si elles sont un peu sportives, en rééducation cardiaque, on augmente le VO2 max. Les personnes pas du tout sportives, on les met au sport sans faire d'entraînement proche de VO2 max. On améliore le VO2 pic chez les rééduqués cardiaques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au VO2 max, ils ne répondent pas aux critères stricts de VO2 max. Pour atteindre VO2 max après une épreuve d'effort, je vous le répète, et je vous le dis si on ne vous l'a pas dit, il faut avoir un plateau de VO2, c'est-à-dire à la fin de l'épreuve d'effort, ça stagne. Un quotient respiratoire, c'est VCO2 sur VO2 supérieur à 1,1. Il faut pouvoir, on s'arrête parce qu'on est fatigué, on fait moins de 40 tours de pédale par minute par exemple en vélo. Si on mesure les lactates, on a une lactatémie supérieure à 8 mmol par litre, la norme étant à peu près 2. Et on a une fréquence cardiaque à plus de 90% de la théorique. Et si on a 3 de ces 5 critères, du coup on a VO2 max. En rééducation cardiaque, ils arrêtent un peu avant, du coup ils ne sont pas à VO2 max, ils sont à VO2 pic pour être strict.
Mais bon, en prenant VO2 pic, on a à peu près le même type d'analyse et on suit au VO2 pic à peu près, ça marche bien. C'est pour ça qu'on parle de VO2 pic en rééducation cardiaque. Donc ça augmente les capacités d'effort maximal, ça augmente les capacités sous-maximales, ce qui est normal. Ça réduit la fréquence cardiaque pour un niveau sous-maximal d'effort donné. En gros, en rééducation cardiaque, quand on prend tout le monde et on mélange tout le monde des centres de rééducation cardiaque, on améliore de 2,3 millilitres minute kilo. Alors en fait, c'est considérable sur la mortalité si vous référez aux chiffres, mais en pratique, si vraiment on fait un bon entraînement de 6 à 12 semaines, individualisé, programmé, avec motivation, etc., on arrive à des chiffres bien supérieurs. C'est juste qu'en rééducation cardiaque, on mélange tout le monde, on n'est pas optimal. Il y a quelqu'un qui a mal au genou, qui a mal au dos, etc. Et du coup, c'est vraiment des entraînements pas du tout optimaux et c'est une moyenne générale. Et les bénéfices en rééducation cardiaque de l'entraînement intensif, et ben en fait, sont d'autant plus importants que l'entraînement a été intensif. Par exemple, en bas à droite, on voit des gens. Donc en fait, on voit l'amélioration du VO2 pic en fonction de l'intensité maximale à laquelle ils ont été entraînés en rééducation cardiaque. S'ils sont allés à moins de 88% du max pendant le fractionné, par exemple à 85% du max fractionné 1, eh ben, ils augmentent de 3 millilitres minute kilo, mais s'ils sont allés à plus de 92%, ils augmentent de 6 millilitres minute kilo, et là vous pouvez vous référer à la diminution de la mortalité cardiovasculaire comme le feront les cardiologues ou de la mortalité générale, et c'est bénéfique. Après, en rééducation cardiaque, on fait quelle activité physique? Alors, ce qu'il faut savoir quand même, là je reprends, c'est quand on fait une activité physique intensive chez des personnes sédentaires, et ben en fait, on peut faire un accident cardiaque. D'ailleurs, dans l'étude en bas à droite, ils montraient bien que ils avaient répertorié un gros risque en fait de pathologie cardiaque, notamment d'infarctus du myocarde, après une activité physique intensive, notamment à l'extérieur. Donc oui, l'activité physique intensive, notamment chez le sédentaire avec des maladies cardiovasculaires et cardiaques, augmente le risque cardiovasculaire. Par contre, quand on en fait de manière régulière, continue et de la manière dont je vous ai dit, en fait, on diminue la morbimortalité. Alors, ben, il faut adapter, il faut individualiser la prescription. Ben, il faut être efficace, donc pas trop faible et voilà, pas dire ok 2 minutes de marche par semaine et je prends pas de risque et puis point barre, mais sécuritaire. Donc voilà, ben, il faut s'adapter. On adapte la fréquence des entraînements, la durée des entraînements, l'intensité. On respecte certaines fréquences cardiaques max. Et du coup, en fait, ça va être cardio-muscu. Encore une fois, cardio-intensif, c'est plus bénéfique sur le VO2 max, sur la morbimortalité, mais c'est plus à risque. Cardio continu, c'est moins bénéfique, mais moins risqué. Et muscu, c'est bénéfique. Donc ça finit cardio-muscu. Et du coup, qui est-ce qui est à risque au niveau cardiaque? Les facteurs de risque, c'est ça. Si on n'a pas une bonne FEVG, si on a une grosse ischémie, si on a des troubles du rythme ventriculaire, si on a une sténose significative, si on a des facteurs de risque non contrôlés, si on est incapable de faire du sport, si on a toujours une cicatrice, en gros c'est juste après un infarctus, si on a... Et puis le profil compétiteur. Il regarde beaucoup le profil psychologique maintenant et ça rentre complètement dans les recommandations. Parce qu'en gros, de manière encore une fois simpliste et caricaturale, on a quelqu'un de 50 ans qui vient de faire un infarctus et du coup, il prend pas le dossard, mais il suit ses copains en haut du tour, enfin en haut d'école, de montagne à vélo et en fait, il veut gagner et être le premier en haut du col quand il s'entraîne avec ses copains le dimanche, eh ben, il va être beaucoup plus à risque que même quelqu'un, allez, on va prendre une dame par exemple, qui prend un dossard et qui fait les 10 km Odyssea et qui va pas se mettre dans le rouge. Et du coup, ce profil compétiteur psychologique, on va le prendre en compte. Voilà pour la cardio. Alors, en ce qui concerne les cancers, l'activité physique diminue les cancers de manière importante. Pourquoi? C'est la question qu'on pose. C'est extrêmement compliqué. Ça, c'était une étude un peu simple où on voyait que l'activité physique, le surpoids, l'activité sédentaire agissaient plus ou moins par l'intermédiaire de la masse grasse viscérale sur la fonction métabolique, l'inflammation de bas grade, les hormones, et ça agissait sur le risque de cancer. Surtout, vous savez qu'il y a plein de cancers, ils sont tous différents, ils sont tous très complexes, on fait des traitements individualisés, enfin bon, dire cancer, c'est un grand mot.
Donc j'ai repris le référentiel activité physique et cancer 2024, où ils expliquent en ces termes-là. Donc les effets physiologiques de l'activité physique sont sur deux multiples organes qui jouent sur deux multiples médiateurs, sur les hormones, sur les cytokines, sur des métabolites, sur le microbiote, sur les myokines, les adipokines, sur des ARN et sur des facteurs de croissance. Et tout ça, ça module déjà l'environnement tumoral. Il y a un remodelage vasculaire, des modulations du métabolisme, des modulations immunitaires et aussi l'hypoxie, qui fait que ça augmente la mort cellulaire du cancer et ça diminue la prolifération du cancer. Donc c'est pour ça qu'on a, enfin pour ça, voilà, vous pouvez faire pas mal de tests de science là-dessus. En fait, on a ces résultats-là. D'ailleurs, que je répète, les résultats, c'est depuis 2015. Alors, les modalités ont changé. J'ose pas finir ma phrase, mais bon, pour la finir de toute façon-là. Quand je disais ça en 2015, la plupart des professionnels de santé finissant. Bon, de toute façon, c'est bon pour la santé psychologique, donc de toute façon, c'est bon, mais en gros, ils ne voulaient pas entendre ces chiffres-là qui maintenant sont largement confirmés. On disait en gros avant 2010-2012, on n'en parlait pas trop. Après 2012, là, on dit ouais, c'est bon pour le cancer du sein et le cancer du côlon. On était à peu près là. On dit les autres cancers, on ne sait pas trop. Bon, du coup, maintenant, on a pas mal de preuves pour le cancer. Maintenant, on dit cancer pédia, on ne sait pas trop. Mais on commence à faire les premières études sur les cancers pédiatriques et on se rend compte que c'est relativement très bénéfique. Donc en 2015, revue de la littérature, on prend 71 études prospectives qu'on mélange et on en fait des moyennes. Ok, c'est le principe d'une revue de la littérature qui a été publiée dans le BJSM en plus. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a en prévention les gens qui font de l'activité physique, donc c'est encore en mètres heures par semaine. Donc on est là, allez, à la toute fin. Ah oui, et même le tableau, là, c'est en heures par semaine. Donc à la toute fin, c'est 5 à 8 heures par semaine. On va diminuer à peu près de 20% le risque de cancer. Chez des gens qui ont eu un cancer, on voit à peu près les mêmes types de courbes. On diminue plutôt à 30% le cancer quand on fait 5 à 8 heures de sport par semaine. En gros, on est sportif, quoi. Et le tableau en bas à droite. Avant le diagnostic, s'il faisait du sport, il diminuait, encore une fois, on en est là à peu près de 20% le risque de cancer. Donc en gros, être sportif ou pas sportif, à partir de 2-3 heures par semaine, on diminue de 20% le risque de cancer. Mais maintenant, et c'est ça qui est très intéressant à voir, c'est le tableau en haut à droite. Le tableau en haut à droite, donc c'est chez des gens qui ont eu un cancer. Donc une femme sur 10 aura un cancer du sein, 1 sur 10 cancer du côlon, allez, je sais pas quoi, voilà. Du coup, on en connaît tous, il suffit de les interroger sur un antécédent. Et ben on voit à peu près ce type de courbe. Et grosso modo, si je vous dis, allez, 50 mètres heure par semaine, c'est beaucoup, hein. Ça fait, allez, 10 heures de marche rapide. Ou ça nous fait 8 heures de footing. En gros, ça nous fait 5 heures de sport intensif ou 10 heures de sport pas trop intensif par semaine. En gros, c'est sport, quoi. Sauf qu'on a quelqu'un qui a un cancer, genre cancer du sein, etc. Voilà. Et on le met, on lui dit, bon, ok, tu fais pas de sport, maintenant tu fais 5 à 10 heures par semaine. Le risque de mortalité par cancer est diminué de 50%. Donc en fait, quand on a quelqu'un qui a un cancer et qui est en rémission, on va lui faire de la chimiothérapie voilà, pour diminuer de 5, 10, 15, je ne suis pas cancérologue, mais le risque de rémission, et bien sûr qu'on va le faire parce que c'est un risque mortel. On va faire de la radiothérapie plus ou moins adjuvante, etc. pour ajouter. Mais quand est-ce qu'on lui dit, mais fais du sport, c'est indispensable et je te le prescris. Parce que déjà, même si on prend, allez, 6 x 3, 18, 3 heures de footing, c'est moins 30% de risque de mortalité par cancer, que par cancer. Parce qu'après, on rajoute la diminution de mortalité cardiovasculaire, etc., machin bidule et tout. Donc, c'est pas fait parce que, à mon avis, c'est pas faut le faire. Ils s'y mettent, hein. Mais bon. Et alors, on parlait cancer du sein, cancer du côlon. Alors voilà, là, je vous fais tous les cancers, méta-analyse avec le risque ratio d'être actif ou pas actif. Mais du coup, voilà, je vous ai donné. Parce qu'en fait, quand on dit oui, du coup, l'activité physique diminue de 30% les cancers, c'est parce qu'on vous dit oui, en gros, 3 heures de sport par semaine diminue de 30% les cancers. C'est pour ça qu'on dit. Mais si on en fait plus, là, il y a une relation de dose-intensité. Diabète, cancer, c'est le cas. Et là, du coup, c'est pour comparer chacun des cancers. Ça marche pour le cancer du côlon, ça marche pour le cancer du sein, ça marche pour le cancer du rein, ça marche pour le cancer de l'endomètre, ça marche pour le cancer de la vessie, ça marche pour le cancer de l'œsophage, ça marche pour le cancer du thomas, ça marche de l'estomac, du poumon et du foie. Ça marche pour tout ça. Et vous pouvez même regarder sur le tableau combien ça marche, lequel, et ça fait quoi si on augmente.
Donc ça marche, pas de problème. Après, alors là, que de la muscu chez les personnes de moins de 60 ans. Ah non, alors c'est pas c'est la force musculaire. Alors sur le tableau de gauche, en bas, on va juste regarder la mortalité par cancer chez les plus de 60 ans en fonction de la force musculaire. Et bien ceux qui ont le plus de force musculaire, enfin le tiers qui a le plus de force versus le tiers qui a le moins de force, a 2 fois plus de mortalité par cancer que ceux qui ont le moins de force musculaire. Sur cette étude qui était une des premières que j'avais un peu suivie, c'était plutôt des cancers du sein, beaucoup, ils avaient montré, c'est pareil, 48 heures par semaine, c'est à peu près 50, là, c'est 5 à 10 heures de sport par semaine, 5 heures intensifs ou 10 heures, voilà. Mais du coup, quand même, la mortalité par cancer, non, c'était la mortalité, ah oui, spécifique et globale, ouais, bon, était diminuée de plus de 50%. Donc on avait une mortalité divisée par 20. Maintenant, ils font de l'activité physique pendant l'hospitalisation. Méta-analyse, ça diminue le nombre de jours d'hospitalisation et c'est bon pour la santé et il n'y a pas de risque. Sur cette étude de 2014, ils avaient juste pris des hommes et des femmes. Pareil, il y avait beaucoup de cancers du sein. Ils avaient fait que de la muscu pendant, je sais plus, quelques semaines. Mais que de la muscu, c'était moins un tiers, enfin 20 à 30 à 40% de mortalité. C'est majeur comme bénéfice. Alors, non seulement il y a la mortalité, parce que souvent, alors peut-être c'est individuel, hein, mais j'ai toujours le retour, oui, de toute façon, c'est bon pour le moral. Enfin, franchement, un truc qui diminue de 20, oui, c'est bon pour le moral, pas de problème. C'est le meilleur traitement pour la fatigue. Ça diminue la fatigue, mais n'ayez pas de doute, ça diminue la fatigue. Je vous le dis, je vous le répète, on vous le dit, on vous le répète, mais j'ai lu et ça diminue. Il faut que vous en soyez persuadé pour le dire aux patients. Ça diminue la douleur, ça c'est sûr et certain aussi, pareil. Ça améliore la qualité du sommeil, ça améliore la santé, l'état psychologique aussi, et c'est important, pas de problème, la tolérance au traitement, ça améliore la qualité de vie, le pouvoir d'agir, la vie sociale, le travail. C'est faisable, c'est sûr, et le coût et efficacité est en faveur de l'activité physique. Donc là, vraiment, il faut le faire, et il y a un gap, encore une fois, entre la science et ce qu'on fait. On ne fait pas beaucoup. Et les gens ont peur. Les gens ont peur. Les professionnels de santé ne savent pas, ou ont peur, je ne sais pas. Voilà. En ce qui concerne la santé psychologique, je vois que les 5 minutes. Bon, méta-analyse sur dépression, anxiété et stress. Du coup, grosso modo, l'activité physique et sportive diminue ces 3 syndromes de manière relativement importante. Par divers mécanismes physiques, neurophysiologiques et sociaux également. Les modalités, on ne les connaît pas trop. Franchement, on ne peut pas dire que l'un est plus bénéfique que l'autre, mais cardio, muscu, en plein air, en groupe, pas en groupe, bon, tout ça, en gros, ça marche très très bien. En ce qui concerne strictement la dépression, là, c'était des patients qui avaient soit un trouble dépressif majeur, soit des symptômes dépressifs élevés. Bon, on a à peu près cette courbe-là quand on regarde la quantité d'activité physique par semaine. Et on voit qu'en gros, voilà, encore une fois, alors 6 mètres heure, là on voit à peu près là, c'est 2 heures de marche ou 1 heure de footing. En fait, en faire un petit peu, on a une bonne réduction, et après, plus trop. Et en tout cas, même si on fait que nos quelques pas par jour, on est quand même à 20-30 minutes par semaine, ce qui n'est pas beaucoup, on a déjà des gains assez bénéfiques. Alors, assez bénéfique, ça veut dire quoi? Là, par exemple, dans le BJSM, je n'ai pas l'année, mais bon, c'était sûrement il y a moins de 2-3 ans. Ils ont fait une méta-analyse et ils ont comparé d'ailleurs l'activité physique. Il y avait beaucoup d'études sur l'activité aérobie, mais ils montraient que pour guérir, si je puis dire, une personne souffrant de dépression, enfin d'un épisode dépressif majeur ou de symptômes dépressifs élevés, le nombre de personnes à traiter était de 2, alors que chez ces mêmes patients, ou sur des populations comparables, pardon, avec les médicaments ou de la psychothérapie, le nombre de patients à traiter était de 4. Donc, il ne faut pas dire que l'activité physique est plus bénéfique, en tout cas qu'elle est largement complémentaire, qu'elle est aussi bénéfique. Et après, quand on est face aux patients, on comprend bien que des fois, quand on est dépressif, on a du mal à s'y mettre. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose, c'est le plus efficace, si je puis dire, si on pouvait choisir. Extrêmement bénéfique. Sur les maladies neurodégénératives, globalement, on sait que les médicaments, c'est pas la panacée. Je crois qu'on va être tous d'accord là-dessus. En revanche, l'activité physique, du coup, vu que les médicaments ne sont pas la panacée, c'est un peu efficace. Du coup, c'est le meilleur traitement.
Sur la maladie d'Alzheimer, il y a des effets prouvés sur les fonctions cognitives, les performances physiques, l'indépendance fonctionnelle. Bon, il y a pas mal d'études. Et sur les maladies, bon, sur les maladies de Parkinson aussi. C'est très bénéfique. Et sur le système nerveux central, bon, déjà, on disait que les neurones ne se régénéraient pas, mais on a vu que ça favorise la neurogénèse, en fait, bon, sur des modèles murins, notamment dans l'hippocampe. Il y a une meilleure connectivité qui a été montrée. Il y a même plus de substances grises en volume, notamment dans le cortex préfrontal, une meilleure vascularisation, mais surtout, il y a des changements fonctionnels qui ont été largement prouvés. Ça améliore les capacités attentionnelles, les fonctions exécutives et la mémoire à long terme. Très bénéfique. Sur l'immunité, pas du tout. Sur le système musculo-squelettique, bon, dans la lombalgie, c'est voilà, mais on parle de modèle biopsychosocial, mais du coup, au niveau biologique, l'activité physique, c'est une des meilleures modalités de traitement, notamment le renforcement musculaire des acteurs du rachis. Pour l'ostéoporose, bouger pendant qu'on fait son capital osseux, bouger, manger, ça fait la solidité des os. Donc en fait, on part avec un capital osseux supérieur. Et après, en fait, ça permet la solidité osseuse avec bien sûr pas de tabac, du soleil, une bonne alimentation. Hein. Et après, avec un niveau de solidité osseuse donné, faire du renforcement musculaire, diminuer les chutes, donc diminuer les fractures qui sont le problème de l'ostéoporose. Pour l'arthrose, d'ailleurs, j'interviendrai après. Bon, alors les sports pivot-contact sont discutables. La course à pied prévient de l'arthrose. Je donnerai des cours sur l'arthrose, mais la course à pied prévient de l'arthrose et vélo de natation également. Et les principales modalités des recommandations nationales et internationales, c'est perte de poids, surtout pour les personnes en surpoids, et en 2, renforcement musculaire, fessier, muscle de cuisse. Pour l'immunité, on a à peu près ce type de courbe. Quand on est inactif, on a un système immunitaire mauvais. Quand on est actif, on a un vraiment meilleur système immunitaire. Par contre, chez le sportif, qui en fait énormément, en gros l'équivalent de 15-20 heures par semaine, et ou de manière très intense, il va augmenter pendant quelques jours son déficit immunitaire. En gros, après une compétition, pendant un jour ou deux, on est beaucoup plus à risque d'infection. Notamment, je remets cette étude du Covid sur une méta-analyse, on voyait qu'avoir marché 2 heures par semaine dans les 2 ans qui précèdent la Covid, diminuait par 2, enfin plus de 2, le risque d'hospitalisation, de réa et de décès. 2 heures par semaine de marche, pour vous donner un ordre de grandeur. Et j'en ai pas beaucoup entendu parler en dehors de ce que j'ai lu. Voilà, donc on se retrouve à ça. Plus on en fait par semaine en nombre d'heures, plus on diminue le diabète, les fractures, la dépression, les démences, etc. Je vais avoir fini, je sais pas. Bon, oui, alors, c'est bénéfique pour qui? Bon, j'ai encore 3-4 diapos et après je peux m'arrêter. C'est bénéfique pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, pour les obèses, pour les pas modèles, pour les fumeurs, pour les alcooliques, les non-alcooliques, les cardiaques, les pas cardiaques, ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, etc. Sur les méta-analyses, c'est bénéfique pour tout le monde. Si on les compare à des médicaments, ça se discute. Pour l'AVC, c'est clairement supérieur à tout. Pour la fracture du myocarde, au moins équivalent aux autres. Pour le diabète, au moins équivalent aux autres. Vous pouvez vous aider du Vidal et du Médico-Sport Santé qui, sport par sport, vous met comme un médicament les risques et les bénéfices et l'intensité, etc. C'est bien fait. Donc on aboutit aux recommandations. Il vous montre, c'est pour ça que il vous dit ça diminue de 20, 30, 40% l'activité physique, toutes les maladies là qu'on a vues. C'est bénéfique pour énormément de systèmes, hein, ce qu'on a à peu près vu. Les niveaux de recommandation, c'est grade A, c'est sûr et certain que l'activité physique marche. Les recommandations de l'OMS actuelles, et je finis peut-être par cette dernière diapo très importante. Les recommandations de l'OMS actuelles. Alors, c'était chez l'enfant de 5 à 17 ans, il faut faire au moins 1 heure d'activité physique modérée par jour. Et si on fait plus qu'1 heure, c'est encore plus bénéfique. Quand on est adulte, de 18 à 64 ans, on fait 150 minutes d'activité modérée ou 75 minutes d'activité soutenue. Et 2 fois du renforcement musculaire. Et après 65 ans, on rajoute de l'équilibre. Ça, c'était un peu les anciennes recommandations, il y a 4 ans. Elles ont été revues il y a quelques années, pas très longtemps. C'est pareil pour activité aérobie. Mais maintenant,
Fractionné en période de 10 minutes, voire moins, c'est ce qu'ils ont rajouté, ce que je vous avais dit. Musculation, ils vous aident, ils disent 8 à 10 exercices, 10 à 15 fois par série, bon, ben voilà. Et ils rajoutent de réduire le temps de sédentarité, comme on a vu. Maintenant, c'est dans la recommandation. Je prends la recommandation canadienne, c'est intéressant, ils rajoutent le sommeil. Ils font bien activité physique, à en faire un peu ce que je vous ai dit, parce qu'on voit que grosso modo, quand on a 2-3 heures par semaine l'activité modérée et intense, ben on touche une grosse population et c'est très faisable. On diminue la sédentarité et on améliore le sommeil. Et là, c'est intéressant. Bon, après, mais ça devient complexe. On rajoute la nutrition, mais là, bon, on a le combo. La mortalité. Alors, aux États-Unis, ça nous donne ça, sur une étude sur plus de 400 000 patients, hein, qui date d'il y a 4 ans maintenant. Si on fait du renforcement musculaire strict sur les maladies, la mortalité de toute cause, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires basses, muscu, c'est moins 20%, grosso modo. Cardio, c'est moins 30%. À la louche, c'est une population américaine, 400 000 Américains. Les maladies infectieuses respiratoires basses, vous voyez que c'est moins 60%. Et si on fait les deux, c'est moins 40% de tout. Et les maladies infectieuses respiratoires, moins 70%. Quand c'est recommandation respectée ou pas respectée. Voilà, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Les adultes, il y a 30% des gens, ça progresse au cours du temps. Il y a de plus en plus de sédentarité, d'inactivité. Et chez les enfants, malheureusement, il y a 80% dans le monde des ados de 11 à 17 ans qui ne respectent pas ces recommandations. Et on va avoir probablement un tsunami de maladies cardiovasculaires, cancéreuses et tout, dû à la sédentarité, notamment. Donc ça s'aggrave. Vous pouvez voir pays par pays. Ah ouais. Alors je sais pas si. Tiens, il me reste 2 diapos, je vais les finir. Ah oui, alors du coup, si on fait, au lieu de faire un peu tout le temps dans la semaine, si on fait que le week-end, ça marche bien. Oui. Ah voilà. Bon, je finis en 30 secondes. Du coup, si on fait ce qu'on appelle des week-end warriors, ça marche un peu moins que si on fait régulièrement, un peu durant la semaine, mais ça marche quand même plutôt bien. Ça marche, on va dire, presque aussi bien. Vous regarderez les chiffres. Et dans cette étude très intéressante qui regardait chez des patients diabétiques et hypertendus, à la fin de l'étude, qui durait quelques mois, l'objectif principal, c'était est-ce qu'on équilibre le diabète ou la tension artérielle? Et du coup, les facteurs retenus, c'est est-ce qu'ils, psychologiquement, ils sont prêts à faire du sport? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils prennent des médicaments? Ou est-ce que le médecin est sportif? Alors, bien sûr, si en bas à droite, ils ont un score barrière plus faible, c'est-à-dire que s'ils sont prêts à faire du sport, ça marche un peu. S'ils sont actifs, ça marche mieux. S'ils prennent des antidiabétiques ou des antihypertenseurs, ça marche. Et s'ils en prennent plus, ça marche mieux. Mais le facteur qui était le plus corrélé à l'équilibre du diabète et de la tension artérielle, c'était si le médecin était sportif ou actif ou pas.